Devrions-nous t'appeler 11 ? L'épisode 1, intitulé La Mission, commence par un bref éclair qui nous transporte au 12 novembre 1983. Nous contemplons le paysage inquiétant de l'Upside Down et au centre de ce monde sombre, le château improvisé de Will. Le garçon chantonne doucement pour calmer sa peur, jusqu'à ce que le Démogorgon le force à quitter sa petite cachette. Il saute d'arbre en arbre pour échapper à la créature féroce, mais perd l'équilibre, se coince sur une branche et tombe au sol. À ce moment-là, le Démogorgon le traîne sans pitié jusqu'à Vecna, qui le retient avec ses tentacules. Vecna annonce à Will que l'heure est venue de commencer. Pendant ce temps, ses tentacules s'introduisent dans sa bouche, et un liquide visqueux glisse à l'intérieur de lui, avec un calme troublant. Il lui assure qu'ils feront tous les deux beaucoup de choses magnifiques. Nous allons faire beaucoup de choses magnifiques, William. Des choses vraiment magnifiques. De retour dans le présent, Holly aperçoit une ombre mystérieuse dans son jardin. Intriguée, elle s'approche de la fenêtre et la salue innocemment. Mais sa mère, Karen Wheeler, l'interrompt et lui demande de réunir tout le monde pour le petit déjeuner. Holly obéit et appelle rapidement tout le monde. Les Byers, hébergés provisoirement chez les Wheeler après la saison précédente, rejoignent la table. Le petit déjeuner devient alors un vrai brouhaha. Cela agace Ted, déjà las du chaos du matin. Quand tous partent, Ted et Karen restent seuls. Lui, résigné, attend déjà le départ des Byers. Pendant ce temps, Robin et Steve animent une émission de radio. Robin évoque dans l'émission la forte proportion de militaires par civil et la nouvelle obligation pour tous de passer des examens médicaux. Car après avoir inhalé ces flocons de neige, personne n'est complètement sûr de son état de santé. Il parle aussi de l'événement survenu à la fin de la saison précédente, lorsque la Terre s'est ouverte avec d'énormes fissures à Hawkins. Les trous dans le sol ont été recouverts de grandes plaques métalliques, que les enfants utilisent comme toboggans. Robin recommande aux auditeurs d'éviter la zone militaire Max CT, au grand désarroi des militaires. On aperçoit brièvement l'ouverture du monde à l'envers. Peu après, Robin annonce un rendez-vous avec Vicky et lui dédie une chanson à l'antenne. Vicky écoute, puis soudain la transmission subit des interférences. Steve réprimande Robin, disant que c'est parce qu'il se moque de l'armée. Inquiet, il appelle Dustin pour l'avertir qu'ils ont un problème avec le squawk. Le signal a commencé à se comporter de façon erratique. Il pense que cela pourrait être à cause des commentaires de Robin. Dustin le corrige et explique qu'il s'agit sûrement de l'unité radio à distance. Il lui suggère en plus de consulter le manuel, en lui rappelant qu'il ne pourra pas toujours résoudre ses problèmes à l'école. Andy reproche à Dustin de porter un t-shirt du club Hellfire, lui affirmant que le club n'existe plus et commence à lui arracher son t-shirt. Heureusement, Lucas arrive. Candy traite de traître. Lucas menace Andy au cas où il toucherait encore Dustin. Will et Mike interviennent pour le défendre. Quand Andy et son ami partent, Lucas demande à Dustin d'arrêter de les provoquer. En portant ce t-shirt, Dustin explique qu'il n'est pas comme eux, car ils semblent avoir surmonté le deuil d'Eddie, contrairement à lui. Mike affirme qu'Eddie souhaite qu'ils arrêtent Vecna. Ils essaient de convaincre Dustin de rester discret et de se fondre un peu plus dans la masse, mais il refuse et part furieux. Il leur rappelle qu'ils sont toujours restés fidèles à eux-mêmes, peu importe le prix, sans suivre les règles, parce qu'ils doivent loyauté à leurs amis et qu'ils ont toujours défendu ce qui est juste. Ensuite, on se court dans la forêt, poursuivi par des militaires qui finissent par lui tirer dessus et la toucher. Mais il s'agit d'une autre femme, pas 11. Puis la vraie 11 s'entraîne et fait exploser des têtes de citrouille avec ses pouvoirs. Hopper et Joyce la chronomètrent, pendant qu'elle bat un nouveau record. Joyce lui conseille de ne pas trop s'exiger. Hopper préfère fêter ce nouvel exploit avec des gaufres. Mais 11 affirme pouvoir aller plus vite et poursuit son entraînement. Je crois qu'il nous reste encore un peu de ce mélange pour les gaufres. Non, je peux le faire plus rapidement. Tu es fatigué, tu vas te blesser. Redémarrez-le. Ensuite, Murray arrive à Hawkins dans un camion, se faisant passer pour un livreur de fournitures aux frontières militaires. Pendant ce temps, à Squawk, Jonathan, Nancy, Steve et Robin essaient de résoudre le problème d'interférence à la radio. Ensuite, il se dirige vers l'antenne de transmission et commente que quelqu'un devra monter. Steve est le premier à se proposer, même si Jonathan veut aussi le faire. Jonathan prend de l'avance sur Steve et ils montent tous les deux, ce qui en fait une compétition pour voir qui grimpe le plus vite. Au final,
Ils arrivent en même temps et parviennent à résoudre le problème. À ce moment-là, Murray arrive en camion pour livrer des fournitures à Nancy et Robin. Il leur fournit des balles, des grenades et quelques cadeaux pour Steve et Jonathan. Il annonce un incendie causé par l'armée aujourd'hui et suggère que ce soir pourrait être la nuit où ils trouveront enfin Vecna et mettront tout fin. Ce soir pourrait bien être la nuit où nous trouverons ce salaud et que tout cela prendra fin. D'un autre côté, à l'école, Dustin sort un serpent de la salle de classe. Pendant ce temps, Lucas, Will et Mike disent que Dustin est devenu fou, car il veut relancer Hellfire et retrouver la brebis égarée. Dustin entend un extrait de la conversation et les garçons lui disent simplement qu'ils parlèrent d'Andy, qui est devenu complètement fou. Finalement, l'émission de radio recommence à fonctionner normalement. Robin en profite pour transmettre au groupe un message codé, indiquant l'heure et le lieu de leur réunion pour une opération de repérage. Nancy, Jonathan, Steve et Robin revoient leur plan, tandis que Dustin, Will, Lucas et Mike révisent le leur pour vérifier chaque détail. Steve suggère, sceptique, que Vecna a peut-être déjà été vaincu. Jonathan lui rappelle la vision de Nancy. Hawkins s'enflamme, tous ses habitants morts. La gravité de la situation renforce la détermination de tous à affronter Vecna et à en finir avec lui une bonne fois pour toutes. Je veux le tuer moi-même. Pour Eddie. À 3 heures, mort avec Vecna. 1, 2, 3, mort avec Vecna. Soudain, Will entre en transe. Les garçons le remarquent. Will dit avoir ressenti une force intense et que le ciel tournait. Pour l'instant, il n'y accorde pas plus d'importance. Pendant ce temps, nous voyons Holly à l'école, qui aperçoit quelqu'un au loin, s'approche pour le saluer et engage une brève conversation avec lui. Cependant, la maîtresse de Holly la voit parler, mais ne remarque personne d'autre dans la scène. Aux yeux des autres, Holly semble être complètement seule, car elle est la seule à pouvoir voir son mystérieux compagnon. Holly. Salut. Au laboratoire militaire, la Dr Kay dirige l'opération et informe le sergent Ramirez qu'elle a besoin de la fillette, en faisant référence à 11. Pendant ce temps, 11 insiste pour poursuivre son entraînement, afin d'augmenter sa rapidité et ses compétences. Sachant que la mission se déroule aujourd'hui, elle veut accompagner Hopper pour retrouver Henry, mais Hopper refuse et lui dit de le faire depuis la baignoire. Plus tard, il est révélé que 11 avait effectivement réussi à battre le record, même si Hopper insiste pour la garder en sécurité. Sachant qu'ils n'ont trouvé que des soldats lors des précédentes missions et qu'en plus, tout le monde la cherche activement à l'école. Andy trouve un serpent dans son casier, le même que Dustin avait pris, et tout le monde se moque de lui parce qu'il a eu peur, même s'il ne s'agit que d'un serpent des blés. Peu après, Andy trouve un message dans son casier. Hellfire est toujours en vie. Mike, lui, va à l'école chercher Holly. Pendant qu'ils discutent, la petite fille lui parle de son mystérieux et énigmatique ami, dont le nom est Monsieur K. Elle explique à Mike que Monsieur K s'occupe de la protéger des monstres qui rôdent à Hawkins, des créatures qui cherchent à dévorer des enfants comme elle. Mike, avec un geste aimable, sort une figurine personnalisée qu'il a fabriquée spécialement pour Holly, et lui suggère que la prochaine fois qu'elle aura peur, elle n'aura peut-être qu'à imaginer Holly, l'héroïque, claire courageuse et puissante, pouvant ouvrir des portes vers toute dimension. Lucas et Will rendent visite à Max, tandis que Will lui explique que Mike suggère que ces sensations étranges qu'elle a ressenties dernièrement pourraient signifier que Vecna est plus proche qu'il ne l'imagine. Pendant ce temps, Dustin visite la tombe d'Eddie, désormais couverte de graffitis et de messages improvisés. En touchant l'une des inscriptions, il découvre qu'il ne s'agit pas de peinture, mais de sang. Peu après, il retrouve des restes du serpent caché dans le casier d'Andy à l'école. À ce moment, Andy et ses amis encerclent Dustin pour se venger, mais il rit et leur dit avoir vaincu l'acolyte principal de Vecna avec une pulvérisation prismatique. Il jette alors les produits chimiques destinés au nettoyage de la tombe sur Andy et ses amis. Malgré tout, il le frappe violemment. Andy le prévient que Hellfire mourra avec lui cette même nuit. Il le jette au sol et continue de l'attaquer, tandis que Lucas essaie de le contacter sans relâche par talkie-walkie. Hellfire meurt avec toi, Henderson, et ce sera cette nuit. Dustin, réponds Dustin, tu es là? Réponds Dustin, terminé. En lui rappelant qu'il devait se rendre à la gare tout de suite. Robin arrive et dit avoir parlé à la mère de Dustin, qui ignore aussi où il est. Finalement, 11 arrive pour rejoindre le groupe.
Mike parle avec 11 à propos de Dustin, disant qu'il avait été étrange aujourd'hui, irritable, tendu et clairement effrayé. On se dit que Hopper s'est aussi comporté étrangement. Mike répond que tout ce qui touche Vecna les affecte, et qu'ils ont vraiment besoin d'une pause. Peut-être, dit-il, que ce sera la dernière mission, surtout car Will a ressenti quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, l'événement décisif aura lieu, qu'ils trouveront Vecna et que tout finira. Après cela, il imagine que tout le monde pourra voyager vers une terre lointaine et paisible et recommencer à zéro. Leur conversation est interrompue lorsque Lucas appelle Mike et 11 pour qu'ils rejoignent le reste du groupe, qui est déjà en train de finir de se préparer. À ce moment-là, Steve reçoit un signal qui est d'abord très faible, mais qui devient ensuite stable. Cependant, un problème se pose. Il ne peut pas surveiller la transmission en conduisant et a besoin de Dustin pour cela. Will propose son aide, mais Joyce rejette l'idée et décide d'envoyer Jonathan à sa place, s'assurant ainsi que tout se passe de manière plus sûre. Jonathan part pour aider avec le satellite et tous les deux s'en vont en fourgonnette. Mike et Lucas les suivent à vélo, pour ne pas perdre leurs traces. Hopper et Joyce arrivent dans la forêt, où Hopper se cache dans un petit bunker improvisé. Avant de fermer la trappe, Joyce demande à revenir. Pendant ce temps, Holly écoute Karen parler à Ted de son inquiétude pour l'ami imaginaire de la fillette. Un commentaire qui attriste profondément Holly, car elle a l'impression que personne ne croit en ce qui était pour elle totalement réel. Ensuite, nous voyons Hopper s'aventurer dans un tunnel souterrain. Il arrive à une échelle et commence à monter prudemment. En sortant, il arrive dans un bâtiment abandonné près de la base militaire. Pendant ce temps, Mike et Lucas surveillant depuis la bibliothèque et observent 4 camions s'approcher de la porte est de l'installation. Les lance-flammes créent une ouverture à l'entrée de l'Upside Down, assez large pour laisser passer les camions. Après l'entrée des véhicules dans le campement, Hopper monte à l'arrière de l'un d'eux. Peu après, les camions reçoivent le signal d'avancer vers la base de l'Upside Down. Après leur passage, la porte se referme définitivement, restant scellée derrière eux. Jonathan capte le signal de Hopper depuis la camionnette radio et indique à Steve d'avancer. Pendant ce temps, Nancy et l'équipe commencent à suivre le mouvement de la camionnette, utilisant une carte et un projecteur pour suivre l'emplacement avec précision. Les véhicules militaires se percutent sur la route, et Jonathan ordonne à Steve d'arrêter la camionnette, car ils sont sur le point de perdre le signal. Il parvient à la récupérer, mais Hopper n'arrive pas à communiquer avec Joyce par radio. Lorsqu'elle répond enfin, elle explique qu'ils ont dû s'arrêter brusquement. Les soldats savent que Hopper est là. Pendant ce temps, 11 semble inquiète. Will a la chair de poule et fait une vision dans l'Upside Down. Un démogorgon attaque les militaires, tandis que le véhicule de Hopper démarre et est poursuivi par la créature. Le démogorgon bondit sur la camionnette, griffe le toit et précipite le conducteur au sol. La créature saute à nouveau, tandis que la camionnette percute violemment un arbre. Hopper se réfugie dans la forêt pour se cacher, tandis que Will s'effondre en convulsant. Ensuite, le démogorgon court vers la maison des Wheeler. Après un moment d'inconscience, Joyce le réveille. Will, angoissé, explique qu'il a vu le démogorgon venir pour eux, mentionnant les Wheeler. Chez les Wheeler, Ted joue au golf et Karen boit un verre de vin. Dans la chambre de Holly, la petite pleure inconsolable dans son lit. Soudain, elle remarque que la lumière de sa lampe s'éteint et s'allume par intermittence. Toutes les lumières de la chambre commencent à clignoter de façon inquiétante. Le plafond commence à se fissurer lentement et, sous ses yeux ébahis et effrayés, un portail vers l'Upside Down s'ouvre. Un démogorgon en émerge. Sa présence terrifiante envahit la pièce, laissant la petite complètement pétrifiée par la peur. Nous poursuivons avec le chapitre 2, la disparition de Holly Wheeler. Elle était dans sa chambre quand le démogorgon l'a emmenée. La créature a réussi à lui arracher une chaussure, mais la petite s'est accrochée au lit et a réussi à s'échapper en courant, terrifiée, dans les couloirs jusqu'à la salle de bain, où sa mère se préparait à aller dormir. En écoutant de la musique, Holly a sangloté en affirmant qu'il y avait un monstre dans la maison. Sa mère a essayé de la calmer en lui disant que ce n'était qu'un cauchemar, mais en la serrant dans ses bras, elle a senti de l'humidité sur sa tête et a vu que sa main était couverte de sang. Les lumières ont commencé à clignoter, prouvant que la créature se déplaçait dans les murs, pendant que Mike et Nancy couraient vers la maison. Sachant déjà où se trouvait la créature, le démogorgon a défoncé la porte de la salle de bain, à la recherche de la mère et de la fille. Elles s'étaient cachées, et la créature a d'abord fouillé l'armoire, puis la douche. Ne les trouvant pas, il s'est approché prudemment de la baignoire pleine de mousse, pressentant qu'elle pouvait s'y cacher, juste avant d'y plonger ses griffes. Alerté par les lumières clignotantes, le père de Nancy, un voisin, est entré armé d'un club de golf. En appelant la famille, il a attiré le démogorgon. L'homme a tenté de se défendre en frappant,
mais la créature l'a touchée la première et l'a projetée en l'air. La mère et la fille ont tenté de fuir pendant la distraction, mais face au monstre, elles ont couru à l'étage inférieur. Le démogorgon pouvant surgir à divers endroits, il est apparu au rez-de-chaussée. La mère a brisé une bouteille de vin pour protéger Holly, et a blessé la créature, la faisant saigner. Cependant, la créature l'a attaquée avec ses longs bras, la déchirant sous les yeux de sa fille, qui s'est retrouvée couverte de sang. À ce moment-là, Nancy et 11 sont arrivés. Nancy a couvert la femme blessée avec son manteau. Ensuite, elle a ordonné à 11 de poursuivre la créature, car celle-ci se trouvait dans un autre plan. Aux côtés de Holly, appelant sa mère, les parents ont été conduits aux urgences avec Mike, Lucas et Nancy. Le personnel médical leur a demandé de rester dans la salle d'attente. Nancy, choquée par ses mains ensanglantées, est allée les laver compulsivement aux toilettes. Rejoignant les garçons, elle a affirmé que c'était leur faute. Mike a essayé de la calmer, mais elle a insisté sur le fait qu'ils auraient peut-être dû agir plus tôt pour arrêter la créature. Elle a dit que la femme qui lui avait montré des visions avait déjà annoncé ce qui allait se passer. Ses parents morts, Hawkins détruite. Elle redoutait le retour de Vecna pour finir sa mission. Lucas a nié toute punition. Il a dit que Vecna ne laissait jamais de traces et n'aurait pas épargné les parents s'il avait voulu le faire souffrir. Il a demandé pourquoi il emmènerait Holly sans laisser le corps, ne se présenterait pas lui-même et enverrait une telle créature. Mike lui a demandé s'il pensait alors que ce n'était pas Vecna. Lucas a répondu qu'il n'en était pas sûr, qu'il avait des déjà-vus et qu'il avait l'impression que tout se répétait comme avec Will. Même les dates coïncidaient. Il leur rappela qu'ils étaient le 3 novembre et que Will avait disparu le 6. 3 jours restaient avant que tout ne bascule. Le groupe a compris qu'11 reviendrait et qu'elle seule pouvait les aider, alors ils ont attendu. À la maison des Wheeler, une équipe spécialisée était arrivée. Des experts médico-légaux et des officiers analysèrent la scène. Les agents ont indiqué que la fille aînée avait découvert sa mère gravement blessée face à un intrus, lequel avait déjà disparu à son arrivée. Le capitaine a vu les marques sur la porte où le démogorgon avait ouvert le portail, et a demandé de vérifier les enregistrements des maisons voisines, pensant savoir ce qui s'était passé. Dans l'autre dimension, 11 cherchait Holly dans l'obscurité, l'appelant jusqu'à entendre des feuilles craquer. Elle a poussé Hopper par erreur, s'est excusée en le reconnaissant. Il lui a rappelé qu'elle ne devait pas être là à cause du danger. 11 a allumé sa lampe torche et vu des traces de sang du démogorgon, concluant que Madame Wheeler l'avait blessée. Elle a expliqué à Hopper qu'elle cherchait Holly, et il s'est mis à courir pour la suivre. Chez Will, Joyce et Robin tentèrent de réparer l'électricité après une panne liée à la vision du garçon. Will était bouleversé, et Joyce lui a demandé ce qu'il avait ressenti. Il a avoué que l'expérience lui avait semblé réelle, comme s'il était l'un des démogorgons, et il ne comprenait pas pourquoi la créature avait choisi les Wheeler, et spécifiquement Holly. Il a admis ressentir un lien avec l'esprit de la ruche, bien qu'il soit censé en être coupé. Il a expliqué que depuis qu'il avait été emmené pour la première fois, il ne s'était jamais senti pleinement lui-même. L'été l'a perçu immédiatement. Mais en déménageant en Californie, la sensation a disparu. Cependant, en revenant à Hawkins, elle était réapparue avec une intensité croissante. Robin est revenu avec les fusibles et a proposé que Will fonctionnait comme une sorte d'antenne humaine, recevant les signaux des particules du flagelleur mental comme s'il s'agissait d'ondes radio. Quand il était proche, le signal était clair, loin, il n'y avait que des parasites. Will a alors voulu utiliser la connexion pour retrouver Holly. Il s'est rappelé une vision près de la forêt, près de l'école, et a pensé avoir vu à travers les yeux du démogorgon. Il pensait qu'en y retournant, il pourrait retrouver le signal de l'esprit de la ruche. Joyce a refusé, rappelant que Beckner avait failli le tuer. Will a insisté qu'Holly était seul et effrayé, comme lui à l'époque, et qu'il ne laisserait pas mourir. Il a fait remarquer que perdre du temps à changer des fusibles était inutile, mais Joyce a répondu qu'ils essayèrent de contacter Hopper, qui pouvait communiquer avec 11 afin de tout leur dire. Ailleurs, Jonathan et Steve rechargeaient la batterie du camion en utilisant la voiture d'une femme. Pendant qu'ils attendaient, Steve a proposé de voir Nancy et ses parents, mais Jonathan a insisté pour suivre le plan, trouver la zone G1 et contacter Hopper, 11 et Holly. Steve a dit qu'il pouvait passer à l'hôpital pour apporter des fleurs, ce qui a agacé Jonathan, qu'il a accusé de toujours chercher l'attention de Nancy. Steve a dit qu'il pensait juste à une amie, mais que Jonathan, depuis son retour de Californie, semblait perdu et entraînait Nancy. Pendant qu'ils se disputaient, ils ont vu Dustin s'approcher, gravement blessé, traînant son vélo. Dans l'autre dimension, Hopper et 11 continuaient à chercher. Il lui a demandé comment elle était venue chez les Wheeler. 11 a dit que Nancy les avait emmenés en voiture, ce qui l'a contrarié, car elle ne devait pas se mettre en danger. Il pourrait la retrouver.
Il lui a rappelé qu'elle ne devait pas utiliser les tunnels, ni sortir sans vérifier l'absence de danger, ajoutant qu'il valait mieux venir en voiture avec un bonnet que ramper dans la boue. Il a insisté que si les militaires obtenaient ces images, il la traquerait sans relâche. 11, frustré, a dit qu'il fallait tout arrêter avant cela. Convaincu que le Démogorgon les mènerait à Vecna, Hopper lui a demandé comment. Elle a dit qu'en cherchant Holly, elle ne trouvait pas non plus Vecna, comme s'ils étaient tous deux hors de portée de ses pouvoirs. Là-bas, elle pensait que Holly était présente. Hopper soulignait le danger de leur situation. 11 a découvert plus de sang du Démogorgon, signe que la créature ralentissait. En se dépêchant, il pouvait encore l'attraper. À l'hôpital, Lucas visitait Max et évoquait leur crise. Ils ignoraient où étaient 11, Hopper et Holly, l'équipe restant incomplète. Il lui avoua qu'il aurait voulu lui donner de meilleures nouvelles, mais qu'ils avaient besoin de tous pour affronter la situation. Il ajouta que si elle voulait se réveiller, c'était le bon moment, car il pensait que la bataille finale aurait lieu ce jour-là. Dans un autre couloir, Mike servait du café à Nancy et à lui. En passant par la section jeunesse, il vit un livre intitulé « Une ride dans le temps », ce qui lui rappela quelque chose. Nancy arriva en se plaignant que les médecins n'informaient pas quand elle pourrait voir ses parents. Mike l'interrompit et lui demanda si Holly lui avait déjà parlé d'un certain Monsieur K. Nancy se rappela son ami imaginaire. Mike expliqua que Holly avait dit que cet homme l'avait prévenu de monstres à Hawkins et qu'il viendrait la chercher, ce qui ne pouvait pas être une coïncidence puisque le monstre l'avait emmené ce même jour. Nancy ne comprenait pas où il voulait en venir. Mike suggéra que peut-être ce personnage n'était pas imaginaire, mais réel. Il admit qu'ils ignorèrent son identité, ne l'avaient jamais vu, et qu'il était illogique que quelqu'un soucieux de Holly n'ait pas alerté sa famille. Il ajouta que si cet homme existait, il pourrait expliquer pourquoi Holly avait été enlevée, et où elle avait été emmenée. Nancy suggéra de distraire les médecins et la réceptionniste pour aller voir leur mère, seule capable de leur dire quelque chose sur ce mystérieux monsieur. En voiture vers la zone G1, Steve se disputait avec Dustin, disparu à un moment crucial puis revenu blessé. Il soupçonnait Andy et ses amis de l'avoir attaqué. Jonathan demanda le silence pour écouter la radio, mais les deux poursuivirent leur dispute. Excédé, il exigea qu'ils se taisent. Dustin tenta d'apaiser en soulignant qu'ils semblaient amis. Steve répondit qu'il aimait alors sa suggestion. Chez elle, Joyce tentait toujours d'obtenir un signal, sans succès, quand Robin vit la lumière du condensateur de flux faiblir à nouveau. Elle prit Will par la main et l'emmena à l'écart, lui assurant que la lumière rouge n'était pas inquiétante. En réalité, elle voulait lui parler en privé, pensant que le plan de Joyce était inutile. Ils avaient parcouru 5 fois la zone Géon et même s'ils trouvaient Hopper, Holly restait introuvable. Elle suggéra d'utiliser l'antenne que Will portait, soit sa connexion involontaire avec l'esprit de la ruche. Elle voulait le synchroniser avec le signal du monstre pour trouver Holly. Elle reconnut que Joyce se fâcherait et que c'était risqué, mais tout ce qu'il faisait l'était aussi. Will, fasciné, accepta et ils commencèrent à travailler. Pendant ce temps, les militaires avaient identifié 11 sur des images récentes, même si elle assurait avoir porté un bonnet pour se cacher. La Dr. Kay apprit la présence d'11 à Hawkins, et la base lança une opération pour la capturer. Dans l'autre dimension, Hopper fit semblant d'avoir une crampe, mais 11 vit sa grave blessure en soulevant son t-shirt et son manteau. Ils se sont arrêtés au bord de la route pour qu'elle le soigne, et repartirent avant que le Démogorgon ne s'éloigne pour de bon. Hopper, toujours blessé, trouva d'autres traces de sang et fit remarquer que cela révélait une hostilité absurde. Sa petite amie n'avait pas accordé la gravité nécessaire à cela en soignant ses blessures. Il regretta d'avoir, sous l'exaspération causée par son père, fini par l'enrôler dans l'armée. Pensant que la discipline lui serait bénéfique, Hopper avoua s'être cru plus intelligent que ses supérieurs, bien que ce ne fût pas toujours vrai, et que la guerre lui avait appris que la frontière entre le courage et la stupidité était très mince. Il avait vu mourir beaucoup de braves, ce qui l'avait profondément marqué. Dans ce contexte, il pensa à sa fille Sarah, la plus courageuse qu'il ait connue, ayant affronté la mort sans peur. Même les médecins espéraient sa survie. Il comprit alors qu'il traitait 11 avec prudence, parce qu'il craignait que Vecna puisse la vaincre et la lui arracher aussi. Hopper l'a admis ouvertement. Il ne voulait pas la perdre et lui a demandé que, peu importe où le sang qu'ils suivirent les mènerait, elle lui promette de lui obéir. Elle a ironiquement dit qu'elle ne serait pas aussi entêtée que lui. À ce moment, des rugissements proches les ont fait se relever. Hopper, rétabli, a pris la tête. À l'hôpital, Nancy et Mike ont supplié le médecin responsable de voir leur mère, invoquant une urgence. Il a refusé, disant qu'elle venait d'être opérée et que son larynx était trop abîmé pour qu'elle se réveille ou parle. Après le départ du médecin,
Nancy remarqua que le personnel de nettoyage sortait de l'ascenseur et en profita pour entraîner Mike dans la salle du service, déterminé à trouver un autre moyen d'entrer. À un autre endroit, Jonathan pensa avoir capté un signal provenant de Hopper, mais Dustin vérifia le décodeur et fit remarquer que si cela avait été lui, il serait apparu sur l'appareil. Ils conclurent à une fausse alerte. Nancy changea de sujet et demanda quel problème Robin avait signalé à la radio. Elle demanda si le récepteur était bien relié au condensateur de flux, car Robin avait signalé une panne, raison pour laquelle Will et elle étaient allés le réparer. Les autres, confus, cherchaient le lien. Robin et Will, eux, arrivèrent dans la forêt et découvrirent un mandala de pierre. Là, Will eut une nouvelle vision d'enfants riant et jouant, confirmant qu'ils étaient sur la bonne voie. Simultanément, Hopper et Anne découvrirent une chaussure de Holly, devant un grand mur recouvert de tissu relié à l'esprit de la ruche, indiquant que la fillette était sûrement de l'autre côté. Le défi était de trouver comment le traverser. À l'hôpital, Nancy et Mike changèrent de tenue, lui en patient, elle en infirmière. En marchant dans le couloir, ils aperçurent le docteur et durent espérer qu'il ne les reconnaisse pas. Ils passèrent inaperçus et atteignirent la chambre de leur mère qui, à la surprise générale, était réveillée. Elle éclata en sanglots en les voyant, tenta de parler, mais ils lui demandèrent de ne pas le faire à cause de son état. Nancy lui donna du papier et un stylo pour qu'elle puisse écrire. Au début, la femme disait ignorer qui était Monsieur K. Cependant, elle rapporta que l'institutrice de Holly avait remarqué que la fillette semblait parler à quelqu'un d'invisible devant elle. À l'aube, Will et Robin arrivèrent à l'école et cherchèrent parmi les jeux ce que Will avait vu dans sa vision. Will en déduisit que Vecna était connecté à l'esprit de la ruche de la même manière qu'il se liait à l'esprit de ses victimes. Donc, ce qu'il percevait ne lui appartenait pas, mais c'était ce que Holly avait vu. Angoissé, il réalisa que si ses émotions étaient celles de Vecna, il devenait en quelque sorte lui. Dans la chambre d'hôpital, Nancy poursuivit ses questions. Sa mère ignorait son identité mais pouvait décrire son apparence avec précision. Quand on lui demanda si Holly avait cité un autre nom, elle l'écrivit difficilement. Henry expliqua que cet homme avait sorti Holly de l'école et l'avait emmenée dans une maison, lui assurant qu'elle y serait en sécurité. Lorsque la fillette demanda s'il aiderait aussi ses amis et sa famille, il répondit qu'il sauverait d'abord ses amis, puis, bien sûr, sa famille. Ainsi se termine ce chapitre. L'histoire continue au chapitre 3. Le piège de Turnbow. Onze et Hop tentent d'ouvrir une entrée dans le mur, mais tous leurs efforts échouent. Face à l'impuissance de la situation, Hopper plante un couteau qui reste coincé dans la chair démoniaque du mur. La fille propose un plan, mais doit d'abord manger pour se recharger, jusqu'à ce que son compagnon l'informe que sa batterie est déjà pleine. Ils n'ont même pas endommagé le mur, lui rappelant qu'ils ignorent si Holly est de l'autre côté, sans aucune trace ni piste. Onze insiste et demande à nouveau de la nourriture à Hop. Alors, après l'avoir regardé, un peu déçu, il sort de son sac à dos un petit paquet de viande séchée et le lance à la fille. Onze voit l'emballage de la nourriture, le jette et demande s'il y a autre chose. Hopper répond non et lui dit d'être reconnaissante car il n'a apporté de la nourriture que pour une personne. Il lui recommande d'y goûter car elle pourrait aimer ça. Donc Onze n'a pas d'autre choix que de manger ce paquet. Au loin, un convoi de l'armée arrive avec une antenne qui neutralise complètement la jeune fille, la laissant sous le choc. Hopper doit alors s'occuper d'elle. Pendant ce temps, la mère de Will essaie de communiquer avec son fils et avec Robin, à l'aide d'un talkie-walkie pendant qu'elle conduit sur une route, leur expliquant qu'elle n'est pas en colère et qu'elle veut juste savoir s'ils vont bien. À ce moment-là, la mère remarque les deux jeunes à vélo, passant juste à côté d'elle, alors elle freine brusquement. Les deux jeunes s'arrêtent aussi en remarquant la voiture, alors Robin demande à Will s'il est probable qu'elle les ait vus. En voyant que la voiture freine, Will répond immédiatement que oui. La mère, furieuse, leur ordonne de rentrer, et reproche à Robin de ne pas l'avoir écoutée quand elle lui avait interdit d'aller dans un lieu dangereux, et pour avoir totalement coupé la communication avec elle. Will l'interrompt, disant qu'elle peut aussi lui parler, car il n'est pas un bébé. Il lui explique que son plan ne fonctionnait pas et qu'elle l'aimait juste parce qu'il était sûr, mais lui a pris des risques en se connectant à l'esprit de la ruche et en espionnant Vecna. Il a compris que Holly n'est qu'un début et qu'il va prendre d'autres enfants. Il ignore encore pourquoi, mais il lui dit qu'ils détiennent quelque chose à utiliser contre lui pour leur prochain acte. Il ajoute qu'ils doivent partir pour arrêter Vecna, car le temps presse. Dans la maison de Vecna, Holly prend son petit déjeuner. Le ravisseur lui demande si elle pense encore à ses parents, et elle répond oui. Vecna lui assure qu'ils sont entre de très bonnes mains, et qu'ils progressent chaque heure. Il dit à la fillette qu'ils viendront dès leur sortie. Holly répond qu'elle le sait, mais veut juste être avec eux. Vecna dit qu'il comprend.
Mais il ne peut pas les réconforter à Hawkins, car leur seul apaisement est de savoir qu'elle est ici, en sécurité avec lui, loin des monstres. Le jeune homme dit à la fillette que demain, il fera peut-être plus de gaufres avec des pépites. Quand Holly demande de qui il s'agit, Henry répond « Derek ». La fillette, quand confuse, demande si Derek vient. Henry lui demande alors si elle aime Derek, puis après un silence, s'il doit laisser les monstres le manger. Il lui propose de dire à Derek que s'il agit mal ou lui fait du tort, il le laissera affronter les monstres seul, ce qui réjouit brièvement la fillette. Henry laisse la fillette seule toute la journée, lui expliquant de ne pas aller dans la forêt où vivent pas les monstres. Puis il part. D'un autre côté, l'armée atteint l'endroit où sont Onze et Hopper. Certains soldats font une pause. L'un d'eux urine contre le mur. Onze est allongée au sol, soignée par son camarade, en raison de l'état de choc dans lequel elle se trouve. Hopper s'approche d'une ouverture par laquelle il observe les soldats, prenant soin de ne pas révéler sa position. Mais l'un d'eux remarque le couteau planté dans le mur, alors il ordonne d'utiliser l'antenne pour localiser précisément la position de ceux qui restent cachés. Hopper, après plusieurs tirs et avoir éliminé plusieurs soldats, rend l'antenne qui limite 11 hors service. Une fois complètement rétablie, elle élimine les soldats restants. Robin réunit ses amis pour choisir la prochaine étape et contrer Vecna. Dans une salle isolée, Will dit à ses amis que Derek sera le fils de Vecna, car il a pu le voir. Puisque s'il est proche de l'esprit de la ruche, il peut s'y connecter, ainsi qu'à l'esprit de Vecna. Il peut voir qui est dans sa ligne de mire. Il explique que la première fois que c'est arrivé, il a vu ce que voyait Holly, et il ajoute que ce matin, cela lui est encore arrivé, mais cette fois ce n'était pas Holly, c'était quelqu'un d'autre, concluant que c'était Derek Turnbow. Robin explique que Vecna est comme un tueur en série qui traque ses victimes, mais il le fait en envahissant leur esprit. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec Chrissy et Max. Mike prend les choses en main, en proposant le plan définitif pour sauver Derek des griffes de Vecna. Quelqu'un qui a accès à la maison doit entrer et endormir la famille avec des somnifères. Robin approuve cette partie du plan, disant qu'il sait où trouver des somnifères capables d'endormir même des éléphants. Mike précise que cette partie est essentielle. Si Vecna espionne, il croira que Derek dort et enverra un démogorgon. Celui-ci ne trouvera pas l'enfant, mais tombera sur eux. Ils seront prêts. Ils demanderont à murer des pièges, brûleront le démon qui fuira avec son maître après l'avoir suivi. Avec un peu de chance, le démon les conduira à sa tanière et ils retrouveront Holly. Pendant ce temps, Holly prépare des desserts, alors qu'elle est seule à la maison. Elle met de la musique et chante pour égayer l'ambiance. Elle regarde des séries, mange des desserts chauds et essaie diverses robes. À un moment donné, elle entend la sonnette de la maison retentir à plusieurs reprises. Un peu effrayée, elle ouvre la porte et ne voit personne. Mais en ouvrant la boîte aux lettres, elle trouve une lettre dans laquelle quelqu'un, sous le nom d'Henry, écrit qu'il a besoin d'aide et lui demande de le retrouver au point X sur la carte. Deux des garçons accompagnent Terrika pour essayer de la convaincre de s'excuser auprès de Tina pour exécuter leur plan d'infiltration chez Derek. Au départ, Erika rejette cette option, car elle a des soucis avec Tina, la sœur de Derek, et leur affirme donc que c'est impossible. Mike, dans une dernière tentative avant que la fille ne retourne en cours, lui dit que le plan est un peu fou, mais que l'objectif n'est pas de sauver Derek, mais de retrouver Holly. Et il lui assure qu'après que tout soit terminé, Tina ne s'approchera plus jamais d'elle. D'un autre côté, Robin et Will obtiennent les somnifères nécessaires dans un hôpital, car Robin le visite fréquemment pour rendre visite à sa douce grand-mère Massé, qui est tombée dans les escaliers et s'est cassé tous les os. Mais c'est faux. Il avoue à Will qu'il utilise juste son nom pour voir Vicky. Elle lui avoue que ce n'est pas très éthique, mais elle lui apporte toujours des biscuits, et pense que Madame Massé l'apprécie plus que sa propre famille. Avec les somnifères en leur possession, ils peuvent continuer à mettre en œuvre le plan pour sauver Derek. Murray arrive sur le lieu de livraison des pièges en apportant de l'acétone, une figurine RCP d'un enfant, des cartouches, 3 paquets de ballons d'eau, grenades et 900 mètres de fil barbelé, car il a jugé cela adapté au sujet. Henderson, malgré les supplications de Steve, choisit de fixer le traceur sur le toit de la voiture en y perçant un trou. Nancy se trouve avec Jonathan en train de tester l'émetteur et de l'attacher à une cartouche de fusil. À ce moment-là, Murray les interrompt en leur demandant ce qu'ils font. La fille lui répond par une autre question, lui demandant « Qu'en pensez-vous » Murray, confus, lui répond qu'il semble qu'ils chargent un traceur dans une cartouche de fusil dans l'espoir de le tirer sur un être interdimensionnel. Nancy lui rappelle que ces transmetteurs ont été conçus pour résister à des conditions extrêmes sans dommage. Murray lui précise que tirer avec un fusil de chasse sur une bête n'est pas ce qu'il pensait qu'il ferait, car c'est mortel. Il explique que si la chaleur de la poudre, en explosant, ne détruit pas le transmetteur, la force du recul le fera.
Nancy demande si c'est un fait ou une théorie. Après un silence, Murray répond que c'est une théorie, alors Nancy l'essaie. Après l'avoir tiré contre un sac de pommes de terre et avoir constaté que le transmetteur est en parfait état, Nancy se réjouit car tout se passe parfaitement. Elle intimide un soldat qu'ils ont kidnappé et bâillonné pour obtenir des informations sur le mur de chair. Le soldat refuse de faire des déclarations. Donc, sans autre option, 11 décide d'entrer dans l'esprit du soldat. Remarquant qu'il connaît une docteure nommée Key, et en donnant l'information à Hopper pour qu'il continue l'interrogatoire, le soldat se contente de dire qu'il ne sait pas de quoi il parle. Hop lui répond que la fille amant qu'il recherche peut voir tout ce qu'il y a dans son cerveau. Donc, s'il ne leur donne pas de réponse, elle les trouvera. Alors il vaudrait mieux qu'il leur fasse gagner du temps. Hopper demande à l'endroit où se trouve la Dr. Kay, mais le soldat, hésitant, répond qu'il l'ignore. Dit à Hop qu'une base se trouve de l'autre côté, rue Gable Ridge. Intimidé, le soldat révèle que la mission de la docteure vise le monstre et à retrouver 11. Guidée par ses souvenirs, la jeune fille trouve une porte métallique. Hop demande presque en criant ce qui se trouve derrière cette porte, mais le soldat l'ignore. 11, prise d'une curiosité intense pour connaître la vérité, essaie de défoncer la porte, mais elle blesse le soldat, ce qui le fait s'évanouir. Hopper rend visite à son ami, qui lui révèle que derrière la porte, ils retiennent quelqu'un d'aussi puissant qu'elle, Vecna. Holly, après réflexion, traverse la forêt pour aider celui qu'elle pense être Henry. Erika rejoint Tina et s'excuse en pleurant pour ce qui s'est passé. Ainsi, elle peut entrer dîner avec ses parents et Derek. Erika apporte un dessert qu'elle propose à chaque membre de la famille pendant le dîner. Avec le plan en marche, tous les membres du groupe sont prêts pour ce qui est sur le point d'arriver. Au dîner, le père de Tina et Derek demande à Erika si la recette a changé car le goût est différent. Erika, guidée par son intuition, leur dit que c'est fait avec de la noix de muscade et en propose à Tina, qui refuse car elle surveille ses calories. Pendant que les deux discutent de ce qui s'est passé avec Josh, un à un, les membres de la famille commencent à s'endormir. Le premier est le père qui, se sentant un peu étourdi, décide de se lever de table mais il tombe au sol. La deuxième est la mère qui, en aidant son mari, se lève aussi et tombe à côté de lui. Tina, inquiète, demande à Erika d'appeler les urgences. Derek, amusé, s'endort aussi. Tina crie à Erika qu'elle avait dit d'appeler les urgences. Mais Erika se lève et sort une seringue. Elle lui rappelle qu'elle avait conseillé de manger de la tarte, puis lui plante l'aiguille dans le cou pour l'endormir. Le groupe entre dans la maison, prépare la scène pour le Démogorgon et emporte les corps endormis de la famille. Tous s'arment de haches, pioches et autres outils pour piéger le démon. Will a une conversation avec sa mère, au cours de laquelle elle lui explique son inquiétude pour la vie de son fils, disant que lorsqu'elle a failli le perdre, elle n'a rien fait. Will essaie de lui dire que ce n'était pas sa faute, mais la femme lui répond que tout ce qu'elle veut, c'est que son fils aille bien. Le Démogorgon entre dans la chambre de Derek, mais en tentant de l'emmener, il fait face à RCP poussant le groupe à attaquer. Lucas lance les ballons d'eau pour attirer son attention et pendant qu'il court, le monstre déclenche un piège à clous qui frappe directement sa poitrine. Sinclair s'enfuit, piégeant le démon dans un trou. Après plusieurs coups de Mike, le Démogorgon chute sur le fil barbelé. Nancy tire sur le transmetteur, touchant son dos, et Jonathan lui lance une fusée éclairante, provoquant un incendie à cause de l'acétone répandu sur le fil. Le démon s'échappe, mais Mike annonce à la voiture qu'il a franchi le portail, donc Henderson continue le plan. En suivant le signal du traceur, il constate qu'il se dirige vers le sud-est. Will remarque le réveil de Derek, et Robin tente de lui couvrir la tête en s'excusant. Will précise que Vecna sait déjà où ils sont. Holly poursuit sa quête du X sur la carte. Sur place, ce n'est pas Henry qui l'attend. Alors elle s'enfuit et tente de se cacher derrière des rochers. La responsable de la lettre apparaît, il s'agit de Max. Joyce tente de calmer Derek, affirmant qu'ils veulent l'aider. Il l'accuse pourtant d'être une kidnappeuse, et elle se défend. Elle dit être la mère de Will, surnommée Zombie car revenue d'entre les morts après son enlèvement par une créature. Le vrai danger, c'est que cette créature est revenue et cherche maintenant Derek. Il dit être informé par Monsieur K, mais Joyce lui révèle que cet homme contrôle les monstres. Derek promet alors d'être sage s'il le libère. À peine libéré, il pousse tout le monde pour tenter de s'échapper, mais Will l'arrête à temps. Sans autre choix, Derek se réfugie dans le grenier et refuse d'écouter toute explication. À cet instant, Will entre en transe et sent qu'une créature les a repérés. La bête frappe la porte de toutes ses forces, jusqu'à ce qu'elle fasse irruption dans la grange. Joyce décide de s'armer,
et de confronter le monstre. Elle lui dit qu'il ne pourra avancer qu'en la tuant. Pleine de courage, Joyce force la créature à reculer jusqu'à ce que, au bon moment, le monstre soit percuté par la camionnette de Dustin et des autres, qui viennent d'arriver. Le monstre décide de battre en retraite, et utilise un silo comme portail pour retourner dans l'autre dimension. Steve, en voyant la retraite, propose d'utiliser la porte du silo pour entrer eux aussi, et partir à la recherche de Holly. Après une brève mais intense discussion, l'équipe accepte le plan. Ainsi, nous les voyons s'engouffrer à toute vitesse dans le portail, jusqu'à ce qu'ils passent de l'autre côté. Dans la grange, grâce à sa connexion avec la créature, Will visualise l'emplacement de ses amis prisonniers dans l'autre dimension. Quelques instants plus tard, il se réveille et est réconforté par sa mère, Joyce. D'un autre côté, la scène change pour montrer que l'armée est arrivée chez les Miller pour emmener leur fille Debbie. Avec d'autres enfants, Lucas et Mike assistent inquiets à l'événement. Ils retrouvent l'équipe de Dustin et Steve. Ils poursuivent la créature qui s'aventure près d'un cimetière. Cependant, la bête commence à se déplacer plus rapidement, et ils perdent le signal de repérage, ce qui déclenche une vive dispute au sein du groupe. Malheureusement, la dispute les fait perdre de vue le chemin, ce qui les conduit à s'écraser bruyamment dans la grange. Joyce, ne pouvant joindre l'équipe, décide d'accepter la proposition de Robin et Will plutôt que d'attendre. Il lui montre sur une fresque l'endroit vu lors de sa connexion, avec les prisonniers. Ainsi, ils comprennent que Vecna vise 12 enfants. À ce moment, Mike et Lucas arrivent à la grange pour annoncer que l'armée a emmené Debbie et d'autres enfants de la région. En parlant des militaires, la générale Alando ordonne à ses subordonnés de rassembler les enfants pour les utiliser comme appât. Elle est convaincue qu'O11 est responsable de toutes les disparitions. Un colonel subalterne lui fait remarquer qu'utiliser des enfants comme appât est contraire à l'éthique. Mais la générale lui précise qu'ils échoueraient seulement si les soldats ne peuvent les protéger au combat. La tension se tourne vers Max, qui explique à Holly qu'elle peut être ici, même si elle est aussi à l'hôpital dans le coma. La petite Furt montre à Max une note qu'Henry aurait écrite pour demander de l'aide. Mais Max lui révèle qu'elle l'a en fait écrite elle-même. Après cet aveu, Holly se méfie de Max et croit même qu'il pourrait être un monstre. Pourtant, Max regagne vite sa confiance. En évoquant leurs souvenirs communs, Max montre à Holly la maison dans la grotte et lui explique qu'elles sont dans un souvenir, au sein d'un monde de mémoire. Malgré la beauté du lieu, c'est en réalité une prison conçue par Henry. Plus tard, les enfants sont transférés au quartier général militaire, où sans le savoir, ils sont observés par l'équipe de Will. Joyce découvre qu'un réseau de tunnels passe juste sous le hangar où les enfants sont hébergés. À ce moment-là, Robin se souvient de l'histoire du lac et leur raconte le conte de la grande évasion. Ils peuvent faire sortir les prisonniers en creusant un tunnel depuis les toilettes. Pour exécuter ce plan, ils ont besoin que quelqu'un s'infiltre et repère les enfants qui sont marqués par Vecna. Ils en arrivent donc à la conclusion qu'ils doivent infiltrer Derek, ce qui sera relativement facile puisque l'armée est déjà activement à sa recherche. Dimitri sort vivant du quartier général, tandis que Hopper, d'une autre position, remarque trop de soldats protégeant Vecna en analysant le nombre de gardes. On suggère de s'infiltrer à la vitesse de l'éclair pour rester discret. Mais Hopper refuse. À ce moment, Dustin les appelle pour vérifier qu'ils sont en vie, et leur demande de le rejoindre à l'église du cimetière. Ils ont déjà traversé de l'autre côté, mais Hopper leur interdit clairement de tenter de franchir le mur contre lequel ils se sont écrasés. De plus, il accepte le plan d'infiltration proposé par 11. Loin de là, Max explique à Holly que même si elle est morte des mains de Henry, quelques instants plus tard, elle a pu se réveiller dans cet hôpital où tout le monde était mort. Cependant, ce réveil n'était qu'un rêve, car elle a s'était transportée à l'école en 1959, puisqu'elle était piégée dans les souvenirs de Henry. Même si elle a essayé de s'échapper, après avoir traversé de multiples labyrinthes confus, elle finissait toujours par revenir au même endroit. Un jour, elle a réentendu sa chanson préférée, espérant s'évader grâce à la mélodie, mais la situation a empiré. De l'autre côté, Derek arrive au quartier général de l'armée, qui le place aussitôt sous contrôle et l'intègre au groupe d'enfants. Une fois arrivé aux toilettes, il contacte l'équipe pour leur donner les emplacements exacts du tunnel et commencer le recrutement des enfants désignés. De l'autre côté, 11 saute en synchronisation avec le tonnerre et s'infiltre, permettant aussi à Hopper d'entrer pour l'opération. De retour avec Derek, il se présente comme le messager de Vecna, chargé de recruter les enfants marqués pour le jugement final au paradis. Bien que la plupart se moquent de lui à cause de son discours, Debbie est la seule à comprendre et à assimiler ses paroles. Pendant ce temps, nous voyons que le reste de l'équipe arrive à l'entrée de l'un des tunnels.
Au cours du processus, lorsque Mike apprend ce qui s'est passé avec la créature dans la grange, il suggère à Will que peut-être, s'il faisait plus d'efforts, il pourrait contrôler la créature à leur avantage. Dans l'autre équipe, alors que Steve et Nancy veulent désobéir à Hopper et traverser le mur, Dustin les prévient. Il a découvert que le mur forme un cercle et qu'au centre de tout le phénomène se trouve le laboratoire Hawkins. Max raconte comment la musique l'a ramené à son premier souvenir avec elle, et plus elle avançait, plus elle revivait de souvenirs douloureux. Cependant, les souvenirs ont pris fin lorsqu'elle a finalement été tuée, car elle avait trouvé la sortie au milieu d'un monde infernal. De là, elle voyait un portail menant à l'hôpital avec Lucas. Mais lorsqu'elle a essayé de traverser, la musique s'est arrêtée, permettant à Henry de la retrouver. Max, sans autre choix, a couru sans s'arrêter jusqu'à la grotte, un endroit où Henry refusait d'entrer, car il semblait craindre d'aller plus loin. Avec l'arrivée de Holly, Max pense qu'elles peuvent fuir ensemble ce monde mental. D'un autre côté, dans les tunnels souterrains, Will et Robin ont une conversation intime sur la musique qu'ils aiment, s'émouvant jusqu'aux larmes. Finalement, ils atteignent le point d'éjection sous la base militaire. Dans le laboratoire, Dimitri entre tandis que Hopper et Onze s'infiltrent. Comme il n'arrive pas à ouvrir la porte intérieure, Onze est obligé d'utiliser ses pouvoirs pour essayer de la détruire. Découvert, il déclenche le système de défense, des ondes sonores très sensibles pour Onze. Retour avec l'équipe de secours. Après avoir ouvert un passage en creusant vers le haut, ils signalent à Derek, qui fait sortir les enfants un à un pour les sauver. Les enfants pensent que les sauveteurs sont des soldats de Henry. C'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte qu'ils ont endommagé une partie des tuyaux pendant l'excavation, ce qui devient un grave problème. Dans le tunnel, Mike et Will essaient désespérément de contrôler le flux d'eau provenant des tuyaux cassés, tandis que les enfants continuent de sortir. Au milieu de cette confusion, Ashley, une étrangère au plan, remarque l'humidité inhabituelle dans les toilettes et alerte les militaires. Sans choix, Derek et les enfants courent vers le tunnel, obligés de fuir en urgence. Au laboratoire, la Dr. Kay retrouve Onze sans protection, mais celle-ci la prévient que tous ces hommes mourront. Ainsi, Hopper trompe les soldats, les crible de balles, puis est lui-même criblé. Dimitri survit, déclenchant un combat au corps à corps qu'il perd, mais cela permet à Hopper d'être capturé par une créature. La Dr. Kay arrive et lui demande pourquoi il a risqué la vie d'Onze. Mais Hopper reste silencieux malgré la torture. Kay lui montre que la chaleur affaiblit la créature, tandis que le froid la renforce et rend la torture plus terrible. Mais Hopper l'envoie qu'au diable, refusant de céder. Au même moment, Onze se relève enfin, mais même si elle essaie d'utiliser ses pouvoirs, son état critique ne le lui permet pas. Elle trompe la docteure pour s'approcher et la poignarder avec des ciseaux. Onze ne la blesse que légèrement, mais ce geste permet à Hopper d'échapper à la créature. Grâce à de simples mouvements de combat, Hopper désarme et maîtrise la docteure. Malgré tout, elle lui révèle que ses renforts arrivent, mais Hopper s'en moque et l'assomme d'un coup. Après cela, il ordonne à Onze de fuir dans la forêt, où elle découvre que Hopper porte de la dynamite, prévoyant de se sacrifier pendant la mission. Elle refuse catégoriquement de le laisser derrière, mais Hopper lui fait simplement ses adieux, lui faisant clairement comprendre qu'il est très fier de ce qu'Onze est devenu. Elle essaie de le suivre, mais Hopper bloque la porte. Une fois de l'autre côté, on voit qu'il commence à se remémorer les moments qu'il a vécus avec Onze. Cela lui donne assez de courage pour poursuivre sa mission suicidaire. Dans la salle de bain, quand 3 soldats arrivent, Will et Mike finissent par céder. Cela permet aux soldats de découvrir le tunnel. À la sortie, même si tous les enfants ne sont pas là, le plan se poursuit en emmenant ceux présents dans le camion d'évasion. Les capturés par l'armée sont amenés devant le colonel en charge, à qui l'on annonce la perte de 5 enfants. Joyce tente d'expliquer que ses enfants sont en danger ici, mais le colonel soutient que l'armée est actuellement l'endroit le plus sûr. Alors qu'il discute avec le colonel, Will ressent à nouveau une connexion psychique et perçoit l'arrivée rapide d'une créature. Peu après, l'électricité de la caserne baisse et un grondement retentit sous terre. Le colonel, paniqué, ordonne de neutraliser toute approche. Soudain, un portail s'ouvre sous une plaque de métal et la créature en sort, démembrant sans pitié les soldats. Il tente de la détruire par une fusillade, mais alors qu'il semble réussir, une seconde créature arrive et rejoint le massacre immédiatement. Et les créatures ne sont pas les seules. Au point d'éjection où se trouvent les enfants avec Robin, ils observent que d'autres portails sont en train de s'ouvrir, ce qui signifie qu'ils seront également attaqués de façon imminente. De la même manière, dans les tunnels, un portail s'ouvre devant Lucas et les 2 enfants.
Le camion d'évasion démarre à toute vitesse, lançant la poursuite. Au quartier général, le colonel essaie lui-même d'en arrêter une avec son fusil à pompe. Au milieu de cette situation chaotique, les protagonistes profitent de la distraction pour s'éloigner des soldats. Mike guide le groupe en essayant d'esquiver à la fois les balles et les créatures. Mais juste au moment de la fuite, l'une des créatures les confronte directement. Ils sont sauvés en incendiant les monstres, ce qui les affaiblit. Mais les créatures étant liées à Will, ils souffrent aussi de la douleur du feu. Pendant ce temps, dans le laboratoire, les vibrations s'arrêtent enfin. Et quelques instants plus tard, la porte s'ouvre de façon surprenante, car Hopper permet à 11 d'entrer. En passant de l'autre côté, elle retrouve sa sœur, prisonnière dans le laboratoire comme prévu. Au quartier général de l'armée, en pleine bataille, un mur s'ouvre soudain, laissant entrer le fameux Vecna. Il élimine tous les gardes sur son chemin, y compris le soldat au lance-flammes, sans rencontrer de résistance. Il ranime ces créatures pour qu'elles poursuivent la chasse aux enfants, ce qui leur permet d'atteindre rapidement le camion. Après avoir tué les gardes, Vecna confronte Joyce, qui sans peur lui ordonne de s'éloigner de son fils. Vecna la projette au loin d'un geste, puis se tourne vers Will et lui dit avoir choisi les enfants pour recréer le monde, parce qu'ils sont faibles de corps et d'esprit, incapables de résister. Tout cela, pendant que nous voyons comment les enfants marqués sont capturés un à un par ces créatures et emmenés dans son monde. Il lui révèle aussi que Will a été le premier enfant marqué, et que, sa volonté s'étant brisée facilement, Vecna a compris ce qui était possible. Il a compris que certains esprits n'appartiennent pas au monde réel, mais à son propre monde. À cet instant, alors que Vecna quitte la scène, Will se reconnecte avec les créatures, qui reviennent immédiatement pour attaquer ses amis. Cependant, ses souvenirs de ses proches, à la dernière seconde, lui permettent de reprendre le contrôle de lui-même et des créatures, empêchant ainsi qu'elle blesse ses amis. Pour s'assurer de la protection de ses proches, il procède à l'exécution de tous les monstres sous son contrôle. L'épisode 5, Électrochoc, débute après la révélation que Will a des pouvoirs de sorcier, mais n'y accède que via l'esprit de la ruche. Sa mère, Joyce, ne comprend pas et lui demande « Qu'as-tu fait ?» Mike dit que Will est un vrai sorcier. Will dit à Mike que Vecna détient Derek, Mary et Glenn, mais précise qu'il ne s'agit pas que d'eux. Les autres sont restés coincés à Hawkins. Il aurait pu les aider à se battre s'il avait agi plus tôt, mais il est arrivé trop tard, et maintenant il les a tous, les 12. Il regrette d'avoir échoué. À ce moment-là, des hélicoptères arrivent, et Mike dit à Will et Joyce de se cacher dans le tunnel. D'un autre côté, on voit les enfants, y compris Derek, placés sur le mur de la vision de Will. Derek se réveille dans un champ avec les autres enfants. Monsieur K explique que leurs souvenirs de ce qui s'est passé, et de leur arrivée, sont flous. Les monstres sont tentés de les kidnapper, mais il les a sauvés et les ramène chez lui. Il leur annonce que cet endroit est désormais leur maison aussi. S'ils ne vont pas dans la forêt des monstres, ils seront en sécurité là-bas. Pendant ce temps, Max est dehors, caché près de la maison, surveillant ce que fait Monsieur K. Monsieur K dit aux enfants qu'un mal sombre se répand non seulement à Hawkins, mais dans le monde entier. Bientôt il sera trop tard pour l'arrêter. Et il sait comment faire, car il a voyagé dans d'autres mondes, au-delà de sa dimension, et il a découvert un monde semblable au leur, mais en mieux, et sans monstres. Eux sont spéciaux, avec des pouvoirs cachés qu'ils peuvent réveiller s'ils s'unissent. Ils canaliseront l'énergie, et quand la lumière touchera l'obscurité, elle la repoussera, faisant d'eux des héros. Oli lève la main pour demander si Monsieur K partira encore pour ramener d'autres enfants spéciaux, ce à quoi il répond qu'il ne les quittera plus jamais. Il leur dit de manger, jouer et se reposer, car demain, tout commence. Les enfants applaudissent, mais Oli semble inquiète. Le plus important, c'est que vous vous reposiez, parce que demain, nous commençons. La Dr K entre dans le laboratoire où Kali devrait être. Mais ce n'est qu'une illusion. Kali est déjà partie, ce que la docteure découvre ensuite. Kali s'est échappée avec 11 et Hopper. Elle explique à 11 qu'elle ne pouvait plus maintenir l'illusion car ils sont trop loin. Hopper la rassure. Ils sont désormais hors d'atteinte. Mike, Joyce et Will retrouvent Lucas blessé dans les tunnels, après l'attaque du Démogorgon. Joyce soigne sa blessure et lui raconte ce que Will a fait. Lucas dit qu'ils ont un autre 11, mais Will répond que non, elle n'a pas de pouvoir. Elle absorbe ceux de Vecna en étant proche de l'esprit de la ruche. Ni Vecna ni les Démogorgons ne reviendront. Ils sont déjà venus pour les enfants.
Il a déjà ses réceptacles. Lucas leur rappelle le 6 novembre, le jour où tout a commencé, c'est le jour de la fin. Joyce demande à Will s'il y aurait un moyen de pénétrer dans l'esprit de la ruche et d'accéder à ses pouvoirs. Will lui rappelle que c'est impossible, car il doit être proche, mais Joyce lui demande « Et si tu utilisais tes pouvoirs contre Vecna au lieu des Démogorgons ?» Retourne sa propre arme contre lui. Elle dit que ce qu'il a fait cette nuit-là était extraordinaire, que Vecna l'a choisi parce qu'il l'a sous-estimé, comme elle. Mais elle ne refera pas cette erreur. 11 affronte Hopper, affirmant qu'elle sait que son plan était de mourir avec la bombe. Callie cherche les enfants en se concentrant. Ça doit être une blague. Dustin, Steve, Jonathan et Nancy arrivent au laboratoire Hawkins et l'explorent, tandis que Dustin expose sa théorie. Le mur, bouclier magique de Vecna pour protéger Holly et les enfants, serait alimenté par un générateur situé dans ce laboratoire, selon ses calculs. Jonathan précise que s'ils détruisent le bouclier magique, ils pourront abattre le mur, vaincre Vecna et sauver Holly. Ils choisissent de se séparer pour trouver rapidement le générateur. D'un autre côté, dans la maison de Henry, pendant que les enfants s'amusent à courir et à jouer sans souci, Holly parvient à s'éclipser pour retrouver Max. Max lui demande ce qu'elle fait là, puisqu'elle ne fait pas partie du plan. Holly le sait, mais elle lui dit qu'Henry leur a fait un discours inquiétant et a parlé de choses effrayantes. Maintenant, elle comprend pourquoi il les a enlevés. Il va les utiliser pour attirer un autre monde sur Terre. Bien qu'Henry affirme qu'il le fait pour la sauver, elle est certaine qu'en réalité, il cherche à la détruire. Peu importe son plan, il l'exécutera demain. Ils doivent donc quitter Camazotz rapidement. Soudain, elles entendent toutes les deux une branche se casser et découvrent Derek caché. Derek mentionne qu'il connaît Vecna, puis il leur parle de son travail avec Mike, Will et la bande à Hawkins. Il dit avoir vu la réaction de Holly quand Monsieur K parlait, compris qu'elle savait qu'il mentait. Alors il l'a suivi et propose de les accompagner. Holly répond qu'il ne peut pas venir, mais peut les aider à s'échapper. Elle ajoute qu'elle a besoin de Derek, l'imbécile, pour que le plan marche. Tu vas devoir oublier le charmant Derek, parce que pour que ça marche, je veux Derek l'imbécile, d'accord ? Joyce présente le plan à Robin, Erika, Murray, Will, Lucas et Mike pour vaincre Vecna. Le but est simple. Amener Will près de l'esprit de la ruche pour qu'il s'y connecte. Cette fois, il ne passera pas par un démo, mais ira directement chercher Vecna. Will l'assommera d'un coup, puis il en finira avec lui. De cette façon, ils détruiront son armée et mettront fin à tout ce cauchemar. Le groupe pense que c'est une bonne idée. Joyce propose de fabriquer un autre appareil de télémétrie pour retrouver 11, Jonathan et les autres, en espérant qu'ils aient localisé Vecna. Mike souligne toutefois que seul Dustin a fabriqué ce traceur et qu'il ne sait pas le faire lui-même. Erika suggère de demander l'aide de Monsieur Clark pour les aider à fabriquer un nouveau dispositif de localisation. Pendant que Lucas propose d'utiliser l'électricité de la tour radio pour essayer de réanimer l'un des démos morts et permettre à Will de l'utiliser pour se reconnecter à l'esprit de la ruche. Joyce propose qu'ils essaient les deux options. Steve et Dustin explorent le laboratoire et atteignent la salle arc-en-ciel, où la tension monte alors qu'ils entrent et se séparent. La tension persiste entre Jonathan et Nancy. Jonathan se demande s'il l'a fâchée, mais elle l'ignore. Il lui dit qu'ils doivent faire équipe, mais Nancy répond que non, et lui demande s'il veut résoudre leurs problèmes ici. Jonathan lui demande d'être sincère, mais elle lui retourne la question. L'a-t-il été avec elle ? Jonathan hésite d'abord, puis répond oui. Nancy, contrariée par son hésitation, part furieuse. Jonathan enlève la cassette et réfléchit. Il voit une porte à la poignée fondue, tente de l'ouvrir mais elle casse, alors il essaie de la défoncer de tout son poids. Nancy arrive au moment où il ouvre la porte, révélant un escalier montant et un passage partiellement fondu. Hopper parle par talkie-walkie, annonçant qu'ils sont à l'église et demande « Où sont les autres ?» Il contacte Jonathan et Nancy, sans réponse. Pendant ce temps, Callie dit à 11 que cela a dû être une surprise pour Hopper de la trouver là au lieu de Henry. 11 s'excuse de ne pas l'avoir trouvé plus tôt, admet avoir eu peur et lui demande ce qu'elle savait sur Henry. Callie répond qu'elle savait tout, sauf qu'il était vivant. 11 lui demande son aide pour le retrouver et être libre, mais Callie répond avoir déjà fait ce rêve. Elle pensait que cela mettrait fin à tout, qu'elle pourrait guérir ses blessures, mais ils l'ont retrouvée et ont tué ses amis. Elle ignorait pourquoi elle vivait encore. Elle croyait que la docteure était payée pour la torturer, sans que ce soit par vengeance. La docteure Kay avait besoin d'elle. Elle avait besoin de son sang, et ce besoin était infini.
Elle en est même venue à la voir comme une sorte de vampire. Callie ignorait combien de temps elle était restée là, maintenue droguée. La seule chose sûre, elle voulait fuir. Dans la maison de Henry, Derek sort à l'extérieur et commence à marcher délibérément vers la forêt, en s'assurant que les enfants le voient. Comme il s'y attendait, les enfants courent prévenir Monsieur K. Max et Holly l'utilise comme appât, pendant qu'ils essaient de trouver une sortie. Max explique qu'une fois le premier souvenir de Holly localisé, connaissant Monsieur K, ils pourront suivre cette piste jusqu'au monde réel, et enfin, s'échapper de Camazotz. La sortie vers le monde réel sera là, et ainsi, nous échapperons à Camazotz. Et ainsi, nous échapperons à Camazotz. Robin et Will préparent l'antenne, et elle le remercie de lui avoir sauvé la vie. Will répond qu'en réalité, elle devrait le remercier d'avoir pris le temps de parler avec lui de sa vie. Pendant qu'ils discutent, Robin révèle qu'après l'histoire avec Tammy, elle a finalement fini par en parler à quelqu'un d'autre, Steve. Will lui pose la question et Robin plaisante, disant que des Russes maléfiques venaient de lui injecter du sérum de vérité, à imaginer comme du courage en seringue. Cependant, elle ajoute qu'avec ou sans sérum, le fait de le dire à voix haute à quelqu'un qui ne la jugerait pas a été libérateur, et que si elle ne l'avait pas dit à Steve, elle n'aurait peut-être jamais eu le courage d'en parler à Vicky. Will plaisante, en demandant s'il lui reste du sérum de vérité, juste quand la citrouille qu'ils allumaient prend feu. Et tu as encore, par hasard, de ce sérum de vérité qu'ils t'ont donné ? Oh là là! Écartez-vous! Max et Holly commencent à explorer les souvenirs de Holly, pour suivre un chemin qui, elle l'espère, les mènera hors du monde de Henry. Dans le laboratoire arc-en-ciel, Dustin revient, et Steve parvient à l'énerver en lui disant qu'il a tort. Dustin l'accuse de se vanter, et le traite d'égoïste. Steve réplique que le vrai égoïsme serait de laisser Hopper et 11. Ils se disputent sur Eddie, et Steve souligne qu'il tient toujours debout. Il rappelle leur avoir interdit de jouer les héros, qu'Eddie a été imprudent et tué pour cette raison. Dustin court vers Steve, le frappe au visage, puis Steve part en disant que tout est fini. Je m'en vais. Continue à ramper avec Nancy. En laissant Dustin pleurer au sol. Pendant que Dustin essaie de se reprendre, il se rend compte qu'une porte s'ouvre derrière lui et décide d'entrer pour explorer. Dans la pièce, il voit un panneau d'affichage et reconnaît que la carte exposée est identique à celle qu'il a dessinée. Pendant ce temps, Nancy et Jonathan poursuivent leur exploration. Ils se demandent si une explosion nucléaire aurait pu provoquer la fonte du bâtiment. Mais ils remarquent que l'air est propre, sans aucune trace de spore. Ils concluent que, quoi qu'il se soit passé là-bas, il s'agit clairement de magie noire. Callie se souvient qu'une fois, elle a failli s'échapper du laboratoire et que lors de cette tentative de fuite, elle a trouvé la réponse à la raison pour laquelle elle avait été enlevée. Elle a vu une femme enceinte allongée, sous perfusion. Grâce au sang de Callie, la femme revient à elle et appelle à l'aide, pendant que Callie explore les pièces et découvre d'autres femmes enceintes ayant reçu son sang. Finalement, elle est attaquée par les gardes et ramenée dans sa cellule. Callie dit que les femmes enceintes et le programme secret du gouvernement devraient rappeler quelque chose à 11, qui répond que cela lui rappelle sa mère. Callie lui révèle alors que c'est Henry qui leur a donné, à elle et à 11, leur pouvoir. Maintenant, la Dr. Kay essaie de relancer ce programme, mais son sang ne fonctionne plus, du moins pas comme celui de Henry. Les enfants de leur père n'étaient que de pâles copies, sauf une qui lui ressemblait vraiment. C'est pourquoi la docteure veut tant retrouver 11, afin de créer d'autres enfants comme Henry. Callie conclut qu'il n'y a pas de fin heureuse pour elle, montrant à 11 une vision d'elle-même attachée dans les laboratoires. C'est alors que Hopper arrive. Jane, il n'y aura pas de fin heureuse, pas pour nous. Calme-toi, je suis Hopper. Derek est ensuite trouvé par Henry dans la forêt. Henry remarque la carte de Derek et lui demande qui la lui a donnée. Derek répond « Sa mère ». Henry le menace. S'il ment encore, il s'en prendra à son père, sa mère ou sa sœur. Pendant ce temps, Holly et Max parviennent peu à peu à se frayer un chemin à travers les souvenirs de Holly, en suivant la piste qui pourrait les mener hors de Camazotz. Mike, Luca et Joyce rapportent le corps d'un démogorgon à la station de radio et le connectent à l'antenne. Ils augmentent ensuite la tension à mi-puissance, l'électrifiant juste assez pour qu'il se réanime. À ce moment-là, Will, près du démogorgon, accède à l'esprit de la ruche.
Tout semble fonctionner pendant un bref instant et Will parvient à localiser Vecna, qui était en train de chasser Max et Holly, alors qu'elle tentait de s'échapper de Camazotz. Pendant ce temps, Holly et Max revivent la nuit où le Démogorgone a enlevé Holly chez elle. Elles se préparent à passer la porte du Royaume Rouge, où Max avait vu le portail menant au monde des rêves. Mais Henry apparaît soudainement. Nous voyons comment Henry entre dans la pièce, se transformant de Monsieur K en Henry, puis finalement en Vecna. Vecna attrape Max par le cou et commence à l'étrangler violemment. Holly lui crie désespérément d'arrêter, tandis que nous voyons que le cœur de Max ralentit dans le monde réel, frôlant presque la mort. Cependant, son rythme cardiaque s'accélère soudainement quand Will casse la jambe de Vecna, faisant tomber Max. Will, à travers Vecna, crie à Max de fuir. La diversion permet à Holly et Max de s'échapper à temps. Henry concentre son attention sur Will et le chasse de son esprit d'un coup de pied. Will pousse un cri déchirant dans le monde réel avant de s'effondrer. Que se passe-t-il? Va-t'en, va-t'en. Lucas, Robin et Joyce remarquent le danger et l'aident en augmentant la tension de la radio au maximum, grillant le Démogorgon et coupant la connexion de Will avec l'esprit de la ruche. Simultanément, Jonathan et Nancy arrivent sur le toit du laboratoire. Nancy remarque que sa lampe de poche projette un reflet lumineux étrange, laissant deviner une présence invisible. Jonathan brise un tube et le jette, révélant une sphère électrique qu'il reconnaît comme magie noire. Dustin enquête et croit avoir trouvé un indice, via le talkie-walkie. Jonathan annonce qu'ils ont trouvé le bouclier déflecteur. Dustin leur crie de ne pas y toucher, précisant qu'il s'est trompé. Ce n'est pas un générateur. Si vous le détruisez, tout le monde mourra. Il n'écoute pas. Alors Nancy tire au fusil à pompe. L'histoire se poursuit au chapitre 6, la fuite de Camazotz. Henderson tente désespérément d'attirer l'attention de Jonathan et Nancy en montant les escaliers, pendant que son ami le poursuit en essayant de l'arrêter, mais le garçon crie à ses deux amis de ne rien toucher. Pendant ce temps, Nancy tire, constate l'absence de réaction et Jonathan lui demande si elle a raté sa cible. À ce moment, il voit une grande masse d'énergie s'accumuler dans une énorme sphère électrique, alors ils s'écartent tous les deux. Cependant, à cet instant, la sphère explose, les laissant inconscients au sol. Les ondes de choc parcourent toute la ville et le monde, allant même jusqu'à heurter le mur, où Hopper, 11 et Callie remarquent, incrédules, le mouvement que ces ondes provoquent sur le mur. À 5 heures, Erika et Murray entrent chez leur professeur. La fillette explique que Henderson a de gros problèmes et qu'elle a besoin d'un traceur de télémétrie. Au début, il paraît réticent car c'est inapproprié et décide de lui fermer la porte. Mais Erika l'arrête, affirmant que la vie de Dustin est en danger et que c'est le seul moyen de l'aider. L'homme accepte donc. D'un autre côté, Steve s'approche de Dustin car celui-ci est au sol à cause de l'impact des ondes de la sphère. Il lui demande si le générateur est responsable, mais Anderson admet s'être trompé et avoir fait une grave erreur. Il lui explique qu'en partant, il a trouvé le journal de Brenner, indiquant que la clé pour détruire le mur était dans ce laboratoire, mais il ne s'agissait pas d'un générateur de bouclier. Ce n'est pas de la magie noire ni Vecna, c'est la science. Il ajoute que les physiciens théoriques l'appelaient matière exotique, et qu'il s'agit d'une seule source qui maintient ce monde uni. Et il pense que Nancy lui a tiré dessus. Jonathan et Nancy sont inconscients au sol, prêts à être absorbés par la sphère. Steve demande à Dustin pourquoi il ne va pas bien. Henderson explique que Vecna n'a pas créé le mur, il n'est donc pas de l'autre côté. Ni Holly ni les autres enfants ne s'y trouvent. Il n'y a que la mort. Une voiture ayant percuté le mur devant Hopper, 11 et Callie cessent de brûler, et tous trois l'observent. Mais soudain, le mur s'ouvre et absorbe tout. Arbres, pierres tombales, terre, mer et autres éléments, happés par la barrière. S'estimant en danger, Hopper dit à 11 qu'ils doivent partir. Dustin explique à Steve qu'ils se sont trompés sur l'autre côté. 11 aperçoit un portail pour sortir et repousse tous les obstacles avec ses pouvoirs. Henderson continue d'expliquer à Steve que l'autre côté est un trou de verre, un pont entre deux points de l'espace et du temps. Steve, cherchant à comprendre, demande à son ami ce qui arriverait si ça s'effondrait. Dustin, effrayé, répond que tout s'effondrerait avec eux et tout le monde. Max et Holly sortent du portail et courent vers la grotte. À l'intérieur, Max lui dit de ne pas s'inquiéter, car ils sont en sécurité ici et il ne peut rien leur faire. Holly prévient de l'arrivée de Vecna, qui s'approche de la grotte en boitant.
Alors toutes les deux s'éloignent un peu plus de l'entrée. Vecna attire l'attention de Holly en lui disant qu'elle doit s'arrêter, sinon il fera du mal à Max. Il lui dit qu'il comprend qu'elle pense que Max est son ami, mais qu'elle la trompe et qu'elle ne fait qu'empoisonner son esprit. Holly lui crie qu'elle ne le croit pas, affirmant qu'elle a vu qui il est vraiment et le traite de monstre. Vecna lui dit que si elle ne le suit pas maintenant et ne rejoint pas les autres enfants, il sera obligé de blesser, voire éliminer Max. Max l'interrompt, lui demandant pourquoi il ne le fait pas, en lui disant qu'il a très peur seulement d'une grotte et qu'il est un lâche. L'homme lui répond qu'il existe maintenant d'autres moyens de l'atteindre. Et il dit à Holly que lorsque son amie commencera à souffrir, elle devra décider si elle revient avec lui ou si elle regarde sa nouvelle amie mourir. En s'éloignant de l'entrée de la grotte, Will se retrouve attaché en possession de Vecna, et en se réveillant, il remarque qu'il n'a aucune issue. Voyant Vecna approcher, il lui demande s'il reconnaît l'endroit et si cela lui rappelle des souvenirs. William dit que Max et Holly ont fui et demande si ses jambes l'ont ralenti. Vecna confirme, pensant être très intelligent. Il doit se souvenir que tout vient de lui, car il l'a invité, rappelant que William a été son réceptacle, son espion et son architecte. Il se croit très intelligent et affirme avoir construit les tunnels lui-même, chaque nuit, pendant son sommeil. Il se croit très intelligent. Il lui dit qu'il a beaucoup de pouvoir en lui, mais qu'il ne doit pas se tromper, car tous ses pouvoirs sont les siens, et aujourd'hui, il est plus fort qu'avant. Il termine en lui disant que l'heure est venue, et qu'il est temps que ses réceptacles les ramènent chez eux. Pas maintenant que Max a l'un de ses réceptacles. Vecna lui dit qu'il existe des moyens de faire sortir un renard de son terrier, et qu'il va l'aider. Il devra agir comme espion une dernière fois, et grâce à lui, il réalisera son plan. William essaie de résister, mais Vecna approche une de ses mains, en lui disant que plus il résiste, plus il va souffrir. Cela fait saigner le garçon des yeux. Holly et Max se demandent pourquoi Vecna évite la grotte. La fillette explique qu'après 2 ans passés ici sans rien faire, elle devrait avoir au moins une théorie. Max explique que la prison de Camazotz et la grotte font partie des souvenirs créés par Vecna. Cela pourrait être un lieu qu'il redoute car il est sûrement traumatisant. Holly lui dit que ce souvenir pourrait aussi les aider à sortir, tout comme les souvenirs traumatisants de la prison les ont libérés. À Holly, il vient à l'esprit de sortir de la grotte par un énorme trou qui ne mène qu'à un désert de sable. Max lui dit qu'elles doivent rester là, car 11 viendra les sauver. Mais Holly dit que Vecna n'a probablement pas menti en affirmant qu'il existe d'autres moyens de l'atteindre, donc elles doivent chercher une autre sortie. En sortant de la grotte, 11 et Hopper retournent à la maison où se trouvent la mère, Will et Mike. 11 présente Callie à son amie, qui est sa sœur, en mentionnant que c'est une longue histoire. Hopper demande où est l'équipe. Tous entrent dans la maison. 11 remarque que Will dort sans réagir. La mère demande s'il peut retrouver son fils. De l'autre côté, Dustin et Steve cherchent une solution pour le trou du verre. Steve lui demande combien de temps il pense qu'il faut pour qu'un trou s'effondre. Anderson répond qu'il croyait que c'était instantané, mais réalise que non. Steve, désespéré, prend le communicateur et cherche du signal pour localiser ses amis. Dustin le suit, le prévenant que l'endroit pourrait être un piège mortel défiant toutes les lois de la physique. À un point élevé du bâtiment, Steve demande à Nancy si elle capte le signal, mais à ce moment-là, il remarque qu'ils sont juste en dessous de la sphère d'énergie. Jonathan se réveille et voit tout absorbé par un liquide blanc. Il réveille Nancy pour fuir, et il tente en vain d'ouvrir une porte. Pendant ce temps, 11 essaie de retrouver Will. Callie l'observe attentivement. Hopper est avec Will en train de soigner ses blessures. L'homme demande si Nancy a laissé une note à l'église. Mike répond qu'elle n'a rien laissé. Ce à quoi Hopper répond que cela signifie qu'ils sont soit une bande d'imbéciles irréfléchis, soit qu'ils ont été capturés par les militaires. Mike lui dit qu'il préfère la théorie des imbéciles irréfléchis pour le rassurer. Callie arrive en disant qu'on souffre et qu'elle n'a rien trouvé. Hopper demande si elle est experte de 11 alors qu'elle ne la connaît que depuis 1 jour et demi. Callie réplique qu'elle l'a connue avant lui, ayant été élevés ensemble. Callie s'approche de Hopper et lui demande s'il veut vraiment savoir pourquoi elle reste. Elle ne veut pas que tout cela recommence. Les lumières vacillent, ils courent vérifier leur ami. Lucas va à l'hôpital, entre dans la chambre de Max et tente de la réveiller. Retour dans le désert. Holly voit que le couvercle de son télescope porte une marque particulière, qu'elle reconnaît comme similaire, au trou géant d'où ils sont sortis de la grotte. La petite fille y retourne aussitôt. Max lui demande où elle va. Holly répond qu'elle a une idée et qu'elle expliquera dans une seconde. De retour dans la grotte, Holly se positionne là où le couvercle du télescope s'aligne avec l'entrée. Ce faisant, elle manque de tomber dans un trou caché sous le sol.
Max l'aide à sortir, notant la profondeur de la cachette. Pendant ce temps, Jonathan et Nancy risquent d'être engloutis par le liquide. Dans un moment de confession, l'homme déclare son amour, lui remet la bague et demande à Nancy si elle veut l'épouser. La jeune fille accepte et ils s'enlacent, sachant que leur fin probable est proche. Ils constatent que la bague tombée au sol n'est pas absorbée, comprenant aussitôt que le liquide est solidifié et qu'ils ne risquent plus rien. 11 se prépare à utiliser ses pouvoirs en entrant dans une baignoire improvisée remplie d'eau afin d'optimiser la recherche de son ami Will. Et ce faisant, elle trouve l'endroit exact où il se trouve, libérant Will de la liane de Vecna. Max et Holly avancent à travers la grotte, où ils remarquent une traînée de sang. Mais comme il s'agit d'un souvenir, Max dit à la fillette que rien ici ne pourra leur faire de mal. En avançant un peu, ils rencontrent un homme qui les menace avec une arme. Mais en réalité, ce qu'ils voient est un souvenir de l'enfance d'Henry. L'enfant, effrayé, lève les mains et dit qu'il essaie de l'aider. Mais l'homme lui tire dans la main, ne laissant aucune option à Henry, qui se jette sur lui, le désarme et le frappe avec une pierre qu'il trouve à côté de lui, le couvrant de sang et lui prenant sa mallette. Max éloigne Holly, lui assure que tout va bien, et que ce n'est qu'un souvenir. La fillette se demande encore pourquoi cet homme a tiré sur lui, et si c'était la raison pour laquelle Henry est devenu méchant. Max lui répond qu'il ne sait pas, mais qu'il va trouver une solution. Alors qu'il enlève des pierres du chemin, il remarque une lumière rouge et dit à Holly qu'elle avait raison, et que la sortie de la prison se trouve là. 11 parvient à calmer Will et celui-ci lui dit rapidement que Vecna en a après Max, qu'il a essayé de l'arrêter mais qu'il n'a pas réussi. En recevant cette information, 11 sort de la baignoire et court immédiatement vers Will, lui expliquant que Vecna va tuer Max, et qu'ils doivent aller à l'hôpital tout de suite. D'un autre côté, à l'hôpital, Robin avertit Lucas qu'un démon en a après Max, lui indiquant de prendre l'ascenseur qui se trouve près des escaliers. Elle le retrouvera au sous-sol. Lucas voit les lumières clignoter et conduit son ami à l'ascenseur, poursuivi par les démons. En entrant, il remarque qu'un de ces démons s'approche dangereusement d'eux. Alors Lucas lui donne un coup de pied et l'éloigne. La porte de l'ascenseur se ferme. Lucas et Max rejoignent Robin et Vicky au sous-sol. Mais les démons les repèrent. Ils se cachent, conscients que la fin approche. À ce moment, une machine à laver démarre, attirant l'attention des créatures qui s'approchent. Une bonbonne d'oxygène à l'intérieur provoque une explosion qui élimine les démons. Holly et Max se trouvent aux portes de la sortie de la prison, lorsque Max remarque le portail qui l'amènera là où se trouve Lucas. Holly veut aussi s'approcher. Mais Max lui explique que cette sortie est pour elle, qu'elle mène à son corps, à lui, pas au sien, et qu'elle doit trouver la sienne. La petite fille demande si elle doit agir seule. Max répond qu'il suffit de se connecter au monde réel. Un élément puissant, fort et significatif qui la rassure, lui donne de la force et de l'espoir, tout en l'accompagnant dans la réalité. Max lui dit d'essayer simplement de se rappeler ce que cela signifie pour elle. Holly lui répond que cela ne signifie rien d'important, puisque ce n'est qu'un jouet. Max lui demande que si ce n'est qu'un jouet, alors pourquoi ne l'enlevait-elle plus? La petite fille répond que Mike lui a dit qu'elle avait des pouvoirs divins, qu'elle n'a jamais peur et qu'il suffisait d'être comme elle, mais que malgré ses efforts, ça ne marche jamais. Quoi qu'il fasse, ça ne marche pas. Holly lui confie que lors de l'attaque contre sa mère, elle n'a rien fait, ignorait comment réagir et ne l'a pas défendu. Elle ajoute que lors de l'attaque d'Henry, elle n'a pas aidé non plus. Il n'y a rien d'héroïque si tu ne peux pas aider. Max dit que même si tu l'avais voulu, tu n'avais aucun moyen. Et il lui demande si elle pensait vraiment tuer ces monstres avec un tisonnier. Ce qui fait que la petite fille esquisse un léger sourire. Max lui dit qu'elle a oublié des choses importantes. Il lui rappelle que lorsqu'ils se sont rencontrés, elle est entrée dans la forêt, même si Henry lui avait dit que les monstres venaient de là. Ensuite, il l'a suivie dans la grotte, sans raison de lui faire confiance. Quand elle lui a demandé de rejoindre Henry face au danger, il a accepté sans hésiter. Aujourd'hui, alors qu'elle allait abandonner, elle a tenu bon. Il lui dit qu'elle est ici depuis une éternité, seule, sans jamais pouvoir sortir. Mais Holly a trouvé la sortie et grâce à la fillette, retrouvera les siens qui lui disent qu'elle l'a sauvée. Max lui explique qu'elle doit comprendre que Holly, l'héroïque, n'est pas seulement un jouet, mais qu'elle est elle-même. Le portail de Holly s'ouvre, elles courent vers leur portail et se disent au revoir après une étreinte. Max se réveille alors avec Lucas et ses amis. Elle explique qu'elle n'a pas encore retrouvé la totalité de ses sens, ce qui s'explique par le fait qu'elle n'a pas utilisé ses muscles depuis longtemps. À ce moment, Lucas lui montre qu'il a toujours espéré qu'elle soit là. Max confirme qu'elle pouvait le voir à ses côtés et écouter sa chanson préférée, même inconsciente. Elle sait maintenant qu'elle avait besoin de Lucas,
pas de la mélodie pour avancer. Mike et 11 arrivent aussi sur place pour accueillir leur ami après le long sommeil. De son côté, Robin lui raconte qu'ils étaient poursuivis par les créatures et qu'ils ont failli mourir jusqu'à ce que la mère de Mike arrive et les exécute tous. Max avertit que Vecna sera furieux en apprenant qu'elle lui a échappé. Pendant ce temps, Holly se réveille dans le nid de Vecna, où elle voit ses camarades être prisonniers, tout comme elle. Cependant, grâce à la force nécessaire, elle parvient à se libérer de la connexion et de la matière organique qui l'enveloppait. De là, elle observe Vecna dans toute sa splendeur au centre du nid. Elle tente de fuir mais réalise qu'elle est dans un monde désolé. Peu après, Vecna voit que la fillette s'est réveillée. Au même moment, Jonathan tente d'ouvrir les portes à coups jusqu'à ce que Nancy l'avertisse d'arrêter, car s'ils se blessent, ils n'auront aucune chance de s'échapper. Soudain, les murs commencent à trembler violemment, jusqu'à ce qu'une ouverture se forme et que leurs amis en sortent pour les libérer. Steve leur explique alors qu'ils n'ont pas pu les contacter parce que l'antenne de la radio s'est cassée pendant le trajet. Dustin leur présente le carnet du Dr Brenner de 1983, où figurent toutes les informations sur la création des portails, et ce qu'ils sont vraiment, même s'ils déchiffrent encore les codes. En outre, il lui annonce que Holly n'est pas de l'autre côté du mur. Elle tente de fuir de toutes ses forces, mais trébuche sur une fissure. En l'examinant de près, elle se rappelle ce que Max a dit sur les portails ouverts par Vecna en ville. Ainsi, elle décide d'agrandir la fissure dimensionnelle en retirant les rochers. En voyant que Vecna s'approche, elle choisit de se jeter dans l'ouverture, ce qui la fait tomber directement du ciel. En même temps, ses cris sont entendus par les autres. Les adultes et Erika sont au bord du lac, tentant de capter un signal avec un ballon pour localiser Dustin. Bien qu'après 6 heures d'échec, il soit sur le point d'abandonner, celui qui a eu l'idée coupe le fil du ballon pour qu'il s'envole plus haut, et ainsi ils parviennent à synchroniser la fréquence. Encore sous le choc, Will repense à sa dernière rencontre avec Vecna, qui lui avait demandé d'espionner une dernière fois. À ce moment, sa mère lui annonce que Max vient de se réveiller. Malgré cela, Will a peur, car d'après Lucas, c'est le jour où Vecna va agir. Il sait qu'il n'a aucune chance face à lui et comprend que c'est pourquoi la créature l'a choisi comme réceptacle pour canaliser ses pouvoirs, l'aidant à espionner et construire autour de lui. Chaque nuit, Will se connectait à la ruche et contrôlait les lianes pour creuser des tunnels reliant les deux mondes. Joyce tente de réconforter Will qui pleure, accablé de culpabilité. L'armée arrive à l'hôpital. Ici, Max raconte aux autres sa rencontre avec Holly et son conseil de rentrer à la maison. Ils reçoivent également la nouvelle d'Erika, selon laquelle ils peuvent désormais localiser les autres, grâce aux fréquences. Mais sans raison de la présence militaire, ils sont obligés de se déplacer pour s'échapper. Karen veut participer au combat malgré ses blessures, mais Mike la persuade de laisser tout gérer à lui et à son groupe. Il promet qu'ils sauveront sa sœur, comme ils l'ont fait pour Will. Peu après, l'équipe se rassemble alors qu'ils localisent Dustin via le signal radio. Ici, Mike lui annonce qu'apparemment, Holly a échappé aux griffes de Vecna et se dirige vers sa maison, dont ils doivent aller la chercher. Cependant, Dustin lui annonce qu'ils ont déjà retrouvé la petite fille. Malgré leur découverte, ils ne peuvent avancer car l'armée surveille chaque recoin, avec des caméras de sécurité. Le professeur Clark propose d'interférer avec le signal, mais 11 règle le problème immédiatement en détruisant les caméras. Sur place, la jeune fille utilise encore ses pouvoirs pour soulever les plaques couvrant les fissures dimensionnelles. En passant de l'autre côté, ils retrouvent rapidement l'autre groupe, mais Holly manqua à l'appel. Nancy explique qu'à ce moment, ils ont entendu les cris de la fillette, mais avant qu'elle n'ait eu le temps d'atterrir complètement dans ce monde, elle a de nouveau été entraînée par Vecna. Au même moment, Vecna entraîne la petite femme jusqu'à son nid, où il l'enferme à nouveau dans la matière organique qui la relie à lui. Pendant qu'ils planifient leur prochaine étape, Will arrive au camp, où il retrouve Max, qu'il appelle un sorcier. Déjà dans leur quartier général, Max se lamente amèrement d'avoir laissé Holly seule, mais Lucas sait que tenter de la sauver à ce moment-là aurait été une erreur fatale. Ici, Dustin les interrompt pour révéler qu'il connaît l'emplacement de Holly, mais il avertit que le plus difficile sera d'y accéder. Il leur explique qu'un pont interdimensionnel en matière exotique maintient l'ouverture, et que ce matériau est au centre du laboratoire. Il s'avère que de l'autre côté du pont interdimensionnel se trouve un monde abyssal, où vivent les créatures, y compris Vecna. Pour simplifier, Robin comprend que tout ce temps, Vecna s'est caché dans le ciel. Will ajoute alors que le méchant enlève les enfants pour manipuler leurs esprits, et ainsi amplifier ses propres pouvoirs. De son côté,
Max explique que, grâce à son expérience, il comprend maintenant que Vecna prévoit d'unifier tous les mondes en un seul. Lucas se souvient que si sa théorie est correcte, Vecna passera à l'action ce même jour. Pendant ce temps, Vecna s'infiltre dans l'esprit des enfants pour leur montrer qu'il a récupéré Holly. Il leur affirme que la fillette s'est enfuie à cause des conseils de Max, qu'il qualifie de monstre déguisé. Derek propose de se rendre et de rentrer chez leurs parents, mais les enfants refusent. Trompés par Vecna, ils croient qu'ils mourront en retournant dans l'autre monde. Vecna feint d'approuver Derek, évoquant la victoire des ténèbres. Mais les enfants persistent et veulent convaincre Holly de les rejoindre. Plus tard, l'armée réalise avoir été infiltrée et que les plaques de métal ont été ouvertes. Comprenant que c'est l'œuvre d'11, ils décident alors de la poursuivre de l'autre côté. Pendant ce temps, Hopper propose de voler un hélicoptère et de l'utiliser pour atteindre le monde de Vecna. À travers la faille, le groupe commence à discuter car la moitié pense que c'est trop risqué, jusqu'à ce que Steve intervienne avec une idée. Il leur explique que ce qu'ils doivent faire, c'est attendre le moment où Vecna sera en train d'unir les mondes, car ainsi, ils seront suffisamment proches pour traverser la faille directement vers le monde prison. Cet endroit. 11 entrera dans l'esprit de Vecna. En même temps, 8 et Max se proposent pour la guider, car ils connaissent chaque recoin à la perfection. Plus tard, Holly se réveille et retrouve les enfants qui l'accueillent en souriant. Ils affirment que Vecna ne pense qu'à son bien-être. Holly essaie de leur expliquer que Vecna est un monstre qui les a piégés dans son esprit, où rien de ce qu'ils voient est réel. Elle demande à Derek de les rejoindre pour révéler la vérité, mais l'enfant, marqué par ce qu'il a vu, choisit de continuer à suivre le mensonge de Vecna. Face à cela, Holly fait mine d'être d'accord et de regretter, mais dès qu'elle peut, elle frappe les autres enfants pour se frayer un chemin vers la sortie. En infériorité numérique, elle est vite maîtrisée et finit par tomber dans les escaliers. De son côté, les groupes se séparent pour adopter leur position stratégique, tandis qu'11 récupère le camion qu'ils utiliseront pour la mission. Hopper confie à Joyce que la jeune fille se croit invincible et sent que son père doute d'elle. Néanmoins, Hopper précise que son seul but est qu'11 revienne vivante. Il avertit aussi que si Callie fait un faux pas, il la tuera. Joyce tente de le rassurer en rappelant que c'est la dernière mission. Au quartier général, Max raconte à Will qu'elle a pu survivre dans l'esprit de Vecna parce qu'elle a trouvé une grotte qui était un vieux souvenir dont elle avait peur. D'un autre côté, le reste de l'équipe se prépare pour la bataille imminente. Voyant que la plupart n'ont pas d'expérience avec les armes à feu, Dustin décide de leur donner des lances faites maison pour se battre. Un moment plus tard, Steve profite du fait qu'ils sont seuls pour demander pardon à Dustin pour tout ce qu'il lui a dit. Il lui explique clairement qu'il était simplement en colère parce que son meilleur ami lui manquait beaucoup. Dustin accepte ses excuses et ils se réconcilient par une accolade. Loin de là, Erika surveille la base de l'armée. Lorsque les grilles s'ouvrent, elle donne les instructions pour reproduire le signal qui les contrôle. À un autre endroit, tandis que les adultes ont des soucis de moteur, Callie et 11 se retrouvent à par la pensée. 11 précise que l'explosion du pont mettra fin au laboratoire et aux travaux de la Dr. Kay. Cependant, Callie lui fait clairement comprendre qu'on en construira simplement un autre, et que l'expérience continuera. 11 veut fuir, mais Callie l'avertit qu'ils seront vite retrouvés, et que leurs amis seront tués comme elle. Finalement, la Dr. Kay la capturerait pour utiliser son sang, créer plus d'enfants au pouvoir, et ouvrir plus de portails. Ce cycle est terrible et impitoyable. Malgré tout, elles peuvent tout arrêter si après avoir tué Vecna et sauvé les enfants, elles restent de l'autre côté et disparaissent avec ce monde. La conversation cesse dès que le camion démarre, puis une fois en place, pendant qu'il charge tout l'équipement nécessaire pour la guerre, Will s'approche de sa mère pour lui dire toute la vérité. Il lui explique que lorsque Vecna attaque, il utilise son pouvoir pour retourner l'esprit de sa victime contre elle, et blesser les personnes à l'intérieur d'elle-même. Cependant, il a pu se défendre en s'accrochant aux bons souvenirs de son enfance. De cette façon, il a pu reprendre le contrôle et détruire les créatures. Cependant, lorsqu'il a essayé de faire la même chose avec Vecna, ce dernier l'a surpassé et l'a forcé à assister aux choses les plus horribles qu'il ait jamais vues. Joyce rappelle que Vecna ment et manipule pour torturer ses victimes, mais Will lui avoue que ce qu'il a vu venait de lui-même. Vecna connaît tous ses secrets, mais grâce à Max, il sait que même Vecna a peur et pense pouvoir le vaincre. Il pense donc devoir d'abord révéler son secret à sa mère. À ce moment, la conversation est interrompue par Mike, qui leur dit qu'ils doivent partir dans 5 minutes. Will décide alors de révéler son secret à toute l'équipe pour avancer sans fardeau. Une fois tous réunis, il leur confie s'être toujours senti différent, mais avoir fait semblant d'être normal pour ressembler à ses amis. Il s'avère qu'en réalité, il n'aime pas les femmes.
Il explique qu'à un moment donné, Vecna lui a montré un avenir où il disait la vérité, ce qui faisait que tout le monde le traitait différemment, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Puis le groupe finirait par s'éloigner, laissant Will seul. Devant cela, Joyce lui assure qu'elle ne l'abandonnera jamais, et ses amis l'entourent aussi dans une grande étreinte. Will explique à 11 qu'ils ne pourront pas vaincre Vecna seul, alors il va se joindre à la bataille. Il affirme qu'il est prêt, car il n'a pas peur. À la tombée de la nuit, l'équipe arrive en camion, qui s'infiltre à toute vitesse dans la base militaire. Les soldats ouvrent aussitôt le feu, mais Hopper les neutralise depuis sa position. La Dr. Kay et le reste des soldats sortent pour les accueillir, mais alors Nancy entre en action, rejoignant la fusillade pour les couvrir. Une fois que Hopper se met à l'abri dans le véhicule, toute l'équipe se faufile immédiatement par les fissures, passant de l'autre côté du portail. Pendant ce temps, dans l'esprit de Vecna, celui-ci et les enfants passent la nuit à s'unir pour lancer leur dernière attaque. L'ambiance est tendue, chargée d'une énergie sombre qui annonce la fin. Les protagonistes progressent dans le paysage désolé, pendant que l'ennemi prépare son coup depuis le nid. 11 se prépare à l'affrontement mental décisif pour le destin des deux mondes. Plus de retour possible, la guerre a débuté sous le ciel rouge de la bataille. Une nuit, l'armée investit un hangar suite à des défaillances de portes et de nombreux trous dans l'infrastructure. Des centaines de soldats armés sécurisent les lieux. La Dr. Kay, avec un soldat, emmène le gardien pour l'interroger. Dans une pièce, le soldat attrape l'homme par l'uniforme et le plaque contre une cellule. Le gardien, effrayé par ce qui pourrait lui arriver, jure qu'il n'a rien touché. Le soldat, furieux de ce qui s'est passé, lui demande si les portes s'ouvrent toutes seules, comme par magie. Le gardien lui répond que cela a dû être une défaillance. La commandante demande au soldat si c'était vraiment une anomalie, mais peut-être pas causée par eux. Le soldat éclaire une boîte de radio à ondes courtes avec sa lampe torche, tandis que l'équipe se prépare pour la mission. Une voiture les conduit, et Murray ouvre la porte du camion, leur disant de se dépêcher car une dimension entière va s'effondrer sur eux. Hopper descend en premier, suivi de l'équipe. Mike s'arrête, fixe 11 et lui demande si elle va bien. Elle acquiesce en le regardant. Mike ajoute qu'il sait que ce plan est fou, et que beaucoup de choses doivent bien se passer, et beaucoup de choses pourraient, et probablement vont, mal tourner, mais ils peuvent y arriver. Il le sait. Il lui dit qu'une dernière bataille sera tout et que ce cauchemar va enfin prendre fin. Tout sera terminé. Une fois, émue et presque en larmes, elle serre son ami dans ses bras. Ils prennent un instant pour se regarder et sourire de leur amitié. Once, en descendant du camion, regarde une dernière fois Mike et lui sourit. Je le sais, un dernier combat et tout ce cauchemar prendra fin. Enfin, ce sera terminé. Murahi, Kali, Hopper et Once s'apprêtent à exécuter le plan. Un homme muni de jumelles, entouré de soldats, les observe et confirme que leurs cibles sont présentes. Le soldat à côté de lui informe la situation par talkie-walkie. Mais à cet instant, on lui arrache l'appareil et on lui demande ce qu'il croit faire. Le soldat répond qu'il est en train d'alerter la doc. La réponse immédiate est qu'elle a un complexe de Dieu et on lui ordonne de se taire. L'homme se relève et annonce qu'ils vont tout arrêter. Qu'est-ce que tu fais? J'alerte la doc. Cette garce a un complexe de Dieu. D'ailleurs, tais-toi. Non. Nous allons y mettre fin. D'un autre côté, Henry retrouve les enfants qu'il a enlevés. Ils sont tous en transe. À cause du rituel de Vecna, parmi ces enfants se trouve Holly. Dans son esprit, elle et les autres enfants sont attachés et soumis au contrôle de Vecna. Tout suit son plan. Au sommet d'une église sont le professeur de sciences et Erika. L'homme demande si elle pense qu'ils vont bien. La sœur de Lucas répond que le camion va presque 8 km plus vite qu'un Humvee. Le professeur, réfléchissant un peu et faisant quelques calculs, analyse qu'ils ont eu une avance de 6 minutes et 20 secondes, ce qui leur donne un avantage de presque 800 mètres. Erika lui dit que ça va, mais que le plus dur reste à venir. Le professeur s'assoit près d'elle. Erika lui demande comment il va. L'homme, hésitant, lui demande de quoi elle parle. Erika le regarde avec confiance et lui parle d'aider le monde et de ses actions. Le professeur, plus détendu, lui dit qu'il va très bien. Il sourit, mais un convoi de soldats les interrompt devant eux. Des hommes armés entrent dans l'église pendant que la docteure se dirige sur le côté et voit une camionnette du WSQK dans les locaux du bureau WSQK. Vicky s'y trouve et, en remarquant des interférences dans l'alimentation, elle prend un talkie-walkie et alerte Robin, lui demandant s'il peut dire que c'était eux et non ces mutants Kujo.
Robin, en route avec l'équipe pour le plan, prend le communicateur et rassure Vicky que c'était bien eux, lui disant de ne pas stresser. Une fois devant la tour, Lucas, observant avec ses jumelles, informe qu'il n'y a aucun signe d'une planète maléfique en mouvement. Jonathan dit que cela va prendre du temps, dont ils devraient se séparer par les 2 escaliers, lentement. Il informe qu'il y a des plateformes tout au long du chemin, ordonnant de les utiliser pour se reposer. L'équipe se sépare en 2 groupes et commence à monter la structure. Pendant ce temps, Murray transporte de l'essence pour un générateur électrique. Hopper et Ons, accompagnés de Callie, traversent les couloirs du bunker. Callie demande à Ons si elle va bien. La jeune fille ne peut qu'acquiescer de la tête en entrant dans la pièce. Elle se souvient de son enfance, quand on la voyait comme une expérience. Elle se rappelle aussi son entrée dans le réservoir d'eau, où le cauchemar a commencé. Murray rétablit l'électricité en actionnant des interrupteurs. Hopper le remercie et lui ordonne de monter sur le toit, en faisant attention au C4 pour éviter une explosion. Avec eux. À ce moment, il doit se placer et attendre sans attaquer. Dès qu'il aura la confirmation que la planète est proche, il va donner 3 coups rapides et Ons devra s'occuper d'éliminer Henry. Il espère que Dustin a raison et que la planète va arrêter de bouger. Ons lui demande que si quelque chose tourne mal, il ne la sorte pas. Pas avant de savoir qu'Henry a été éliminé. Hopper lui répond, la fixant, qu'il veut une promesse. Si le plan marche, ils partiront d'ici. Les projets de la Dr. Kay seront à régler plus tard. Ons acquiesce, acceptant la promesse. La jeune fille se prépare à entrer dans le réservoir et Hopper lui ordonne d'en finir. Si par miracle ce plan fonctionne, on s'en va d'ici. La Dr. Kay et ses plans seront un problème pour un autre jour. Terminé. De retour au bureau, Vicky demande à Max pourquoi ils prennent autant de temps. La jeune fille, qui est en fauteuil roulant, lui répond qu'elle ne sait pas. C'est peut-être à cause de la tour de 150 mètres. En cas de problème, ils les contacteront. Vicky, stressée, dit à Max que cela lui donne faim. Alors elle va chercher quelque chose à manger. Et elle lui demande s'il veut quelque chose. Max lui répond que non. La jeune fille part à la cuisine pour chercher quelque chose. Max revient sur sa décision et lui demande si elle peut lui rapporter quelque chose. Vicky regarde dans la direction où Leto est parti, ne la voit pas et, effrayée, dirige sa chaise dans le couloir. Se sentant étrange, elle fixe ses mains, tente de se lever, y parvient avec surprise, avance et remarque de l'eau au sol. D'un autre côté, Vicky revient en essayant de dire à Max qu'elle jure que rien ne lui coupe plus la faim qu'un bol de céréales. Mais elle voit que la fille est encore assise. Entrant en transe, Max sort des bureaux de WSQK et remarque que tout est sombre. Ons et Callie s'approchent d'elle pour la saluer. Lorsque l'équipe est en haut de la tour, de multiples éclairs rouges frappent le monde qui les entoure et ils voient la planète descendre peu à peu. Murray sur le toit s'en rend compte aussi et informe Hopper de la situation, lui disant que la théorie était correcte. Une planète géante descend au-dessus d'eux. Hopper demande combien de temps il reste. Murray répond peu et espère que Ons réussira. Ils sont dans l'esprit de Ons. Les 3 voient Vecna dans l'abîme. Max demande pourquoi ne pas l'éliminer tout de suite. Callie lui assure qu'ici, ils ne peuvent pas lui nuire. Ons précise qu'ils doivent pénétrer son esprit, puisqu'ils sont dans le sien. Ons prend la main de Vecna et pénètre l'esprit de Max. Il y a quelques années, Ons reçoit de Hopper 2 coups lents, signalant que l'abîme bouge. La jeune fille pote demande à Max si la maison d'Henry est proche. Max répond qu'elle ne le pense pas et ne sait pas grand-chose d'eux. Callie affirme qu'elle connaît son esprit. Max répond qu'elle le connaît, mais qu'il y a ici des millions de souvenirs. À ce moment, Max a une idée et demande à Ons et Callie de le suivre. J'ai une idée. Voilà Joyce. Derrière la porte, Hop fume un joint. Et plus loin, Monsieur Wheeler tripote Madame Wheeler. On n'a pas le temps. Il y a un spectacle à voir. De retour à la réalité. Vicky surveille le corps de Max, mais elle voit des voitures de l'armée s'approcher des bureaux de WSQK avec la Dr. Kay à l'intérieur. Les soldats entrent dans le bâtiment et s'assurent que tout est dégagé, sans savoir que Vicky s'était cachée avec Max derrière l'un des murs, dans une pièce secrète. Alors que l'équipe est au sommet de la tour, Lucas remarque que la pointe n'est pas alignée avec la fissure. Ainsi, si la planète la heurte, la tour risque de s'effondrer. Dustin informe rapidement Hopper de la situation. Ce dernier demande combien de temps il reste. Dustin répond environ 30 secondes. Max, dans l'esprit d'Ons, les conduit au théâtre. Elle reçoit de nouveau le signal de Hopper. On se dit à Max qu'il faut attaquer et ne pas rester là.
Max répond que c'est la seule solution et qu'elle doit lui faire confiance. La planète percute la tour, la faisant vaciller et mettant l'équipe en danger. Lorsque la pièce se termine, Max donne l'ordre aux deux d'ouvrir le rideau, et elles entrent dans l'esprit d'Henry, où il se trouve à table, entouré de tous les enfants. En s'en rendant compte, 11 le retire du rituel en le jetant par la fenêtre. Les enfants se réveillent, mais l'équipe reste vulnérable. Le choc est si fort que Steve, suspendu à la plateforme, finit par lâcher sous son poids. Cependant, Jonathan avait été plus rapide et lui tend la main, lui disant de s'accrocher et que tout va bien, sauvant ainsi son ami d'une chute effrayante. Accroche-toi, ça va, ne lâche pas. Toute l'équipe est soulagée d'être en vie. Lucas prend rapidement le communicateur et informe Hopper que l'abîme s'est arrêté et que 11 a réussi. De retour dans l'esprit de Henry, Max embrasse Holly, qui se réjouit et lui dit qu'elle est revenue pour elle. Max, enthousiaste, lui dit qu'elle ne la laissera plus jamais être loin, mais que maintenant, elles doivent sortir avec tous les autres. Une fille crie que c'est le monstre et qu'il faut fuir, mais Max avance et affirme qu'elle n'est pas le monstre, prête à le prouver. Henry rentre et constate que tout le monde est parti. Il est furieux de ce qui vient d'arriver. Il voit 11 arriver et lui dire que c'est fini, que les enfants sont en sécurité avec Max, loin d'ici. Henry lui assure que tout ce qu'elle doit savoir est dans son esprit. Cependant, ce qu'Henry ne savait pas, c'est que Callie avait créé un rideau qui lui faisait croire que l'endroit était vide. Tous les enfants, avec Max derrière l'illusion, observent attentivement Henry révéler sa vraie apparence et essayer d'extraire des infos de 11. Max dit aux enfants que tout ce que Holly a dit est vrai et qu'ils doivent fuir tout de suite, après avoir sondé l'esprit de 11. Henry comprend le piège et va vers la table, mais constate que tout le monde est parti. 11 se relève et projette Henry sur la table. Callie attaque Henry avec un couteau, mais il disparaît au moment où elle le poignarde. Les deux femmes s'inquiètent, conscientes que tout n'est pas fini. 11 et Callie rejoignent les enfants avec Max. Elles disent qu'elles n'ont pas pu en finir avec lui et Max répond qu'il reviendra probablement dans le monde réel. Ils doivent donc courir immédiatement vers la grotte pour qu'il ne leur fasse pas de mal. À ce moment-là, dans le monde réel, Hopper est trompé par l'apparence de Vecna, qui pousse l'homme à tirer sur lui. Cependant, Hopper remarque que ses balles ne traversent que le réservoir, où se trouve 11. Voyant le sang dans le réservoir, il brise la vitre pour sauver 11. En la retirant, il déconnecte Callie, Max et elle de l'esprit de Vecna. Mais avant, Max demande à Holly d'emmener les enfants dans la grotte. En revenant dans le monde réel, Hopper réalise que les blessures d'11 étaient une hallucination et qu'il a été trompé par Vecna. Max, en retrouvant son corps, crie et révèle sa position. Les soldats et la Dr. Kai trouvent alors Vicky et Max. Les soldats, de même, fouillant la structure et détaillant la préparation de l'opération que l'équipe menait, révélant ainsi tous leurs secrets. Les enfants entrent dans la grotte, mais Holly, voyant que Derek manque, repart le chercher. Derek, épuisé de courir, s'arrête un instant quand un portail s'ouvre derrière lui. Holly le rejoint et lui dit de continuer vite. Henry sort du portail pour chercher les enfants, mais avant l'entrée de Holly et Derek, il attrape la fille par la jambe. Derek, de toutes ses forces, parvient à faire lâcher prise à Henry, le laissant complètement en colère et impuissant. À l'entrée de la grotte, les enfants s'étreignent, émus de savoir qu'ils vont bien. Cependant, Henry, avec une détermination totale dans le regard, entre peu à peu dans la grotte, malgré les souvenirs traumatisants de son enfance qui tentent de l'en empêcher. L'équipe, déjà au plus bas, voit William s'effondrer, incapable de bouger. Holly entend alors les cris d'Henry et s'approche pour comprendre. Elle remarque qu'il a réussi à résister à ses souvenirs traumatisants, et qu'il est parvenu à entrer dans la grotte. Alors elle ordonne aux enfants de s'enfuir. Will, de son côté, informe l'équipe que ce qu'il est en train de vivre, ce sont les visions d'Henry, et il annonce aux autres qu'il a trouvé Holly et les enfants. Mike demande à Will s'il voit 11, Callie ou Max, mais Will dit qu'ils sont seuls. Holly, courageuse, guide les enfants vers le trou. Robin demande à Will s'il peut le ralentir un peu avec ses pouvoirs, ce à quoi le jeune homme répond qu'il va essayer, mais qu'ils doivent courir. Les soldats arrivent à l'emplacement de 11, Hopper et Callie pour les retrouver. Un hélicoptère émet un son qui paralyse immédiatement 11 et Callie. Hopper prend donc 11 et l'emmène dans un endroit sûr, laissant Callie paralysée au sol. Reprenant ses esprits, 11 demande à Hopper où est Callie.
Il ne répond pas, mais c'est devoir retourner la chercher. La jeune fille tente de ramper, mais un soldat l'intercepte et lui dit que ses amis l'ont abandonné. Et en réponse, Callie lui crache au visage, ne laissant au soldat d'autre choix que d'ordonner qu'on l'emmène d'ici. Cependant, ils sont interceptés par les tirs de Hopper, qui les élimine et, en essayant de sauver Callie, il est neutralisé par un autre soldat qui le frappe à la tête. Les enfants se trouvent dans le tunnel du souvenir de Henry, Holly prenant les devants. Elle leur explique que rien ici n'est réel et ne leur fera de mal, qu'ils doivent seulement la regarder. Elle prend la lampe torche et ils avancent dans le tunnel. Holly saisit la barre de métal qu'elle avait laissée la dernière fois qu'elle était ici, une arme qui lui servira à se défendre contre Henry. D'un autre côté, Hopper et Callie sont frappés par les soldats. L'un d'eux ordonne à Hopper de lui dire où se trouve 11, mais il répond simplement qu'il ne sait pas de quoi il parle, puisqu'ils sont seuls. Le soldat tire sur Callie qui est au sol en lui demandant si elle pense que c'est un jeu. Murray, depuis le toit, prépare les grenades et, avant que le soldat ne tire sur Callie, il lance les projectiles sur l'hélicoptère, le faisant exploser et détruisant l'arme qui émet le son. L'explosion fait que le soldat parvient à tirer sur Callie, mais 11 intervient instantanément, les assommant tous et faisant que le soldat se tire une balle dans la tête. Voyant la blessure de Callie, il tente de la sauver sans succès et la laisse au sol. Holly blesse Henry avec la barre de métal, mais il l'attrape et la projette au sol. Et avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit à la petite fille, l'effet de son traumatisme le ramène au moment où il était enfant. Il s'est fait tirer dessus pour la première fois, subissant des dégâts comme lors d'un autre tir. Will dit à sa mère qu'il doit revivre un souvenir et qu'il a peur. Sur le toit, 11 et Hopper retrouvent Murray, soulagés qu'ils aillent en bien. Mais en découvrant la vérité sur Callie, ils regrettent ce qui s'est passé. 11 fixe l'abîme et affirme pouvoir l'atteindre d'un saut. Hopper hésite, mais la jeune fille lui demande sa confiance, le laissant sans voix. Henry, absorbé dans son souvenir, vit chaque moment comme s'il le subissait. On révèle que la mallette contenait l'incarnation de Vecna qui l'a possédée. En s'introduisant par le trou causé par la balle, l'homme qui l'a frappé avec une pierre lui dit qu'il doit résister. Sinon cela va le consumer, et tout consumer. L'enfant contrôlé par Vecna met fin à la vie de l'homme. Henry, complètement anéanti et agenouillé au sol, parle avec Will, car le jeune lui dit que ce n'était pas lui, que ça n'a jamais été lui. Henry demande à être seul, mais Will explique que c'est pourquoi le flagelleur mental ne le voulait pas là. Il voulait qu'il l'oublie, affirmant qu'il n'était qu'un enfant comme lui, et qu'il l'avait utilisé à ses fins. Will lui répond qu'il n'est qu'un simple réceptacle, comme lui. Il lui demande de les aider contre Vecna. Henry répond qu'il n'a fait que lui révéler la réalité de ce monde et qu'il n'a jamais pu le contrôler, pas plus qu'il ne contrôle Vecna. Il lui dit qu'il aurait pu résister, mais a choisi de les rejoindre. Le Desuela Manto se réveille et attaque l'équipe, qui n'a d'autre choix que de fuir. En un instant, il les accule, mais la bête est frappée par un rocher, lancé par 11. La fille, dans un acte de bravoure, court en direction de l'araignée et entre à l'intérieur d'elle, déconnectant directement Vecna et déclenchant un combat. L'équipe élabore un plan pour blesser le Desuela Manto, car s'ils parviennent à le blesser, ils blesseront aussi Vecna. Dustin propose de causer de gros dégâts, d'attaquer sur 2 flancs et de lui retirer des points de vie. Lucas dit que l'un d'eux doit l'emmener dans le canyon et que les autres doivent se placer sur les rochers pour attaquer d'en haut. Nancy se porte volontaire, lançant le plan improvisé et tirant sur le flagelleur mental. À l'arrivée au canyon, l'équipe attaque la bête. Elle la tire dessus, l'incendie et la poignarde par en dessous. Cela cause des dégâts à Vecna, maîtrisé par 11 qui, grâce à ses pouvoirs, parvient presque à le clouer. Mais il essaie de se défendre avec son bras, attrapant 11, avant qu'il ne l'atteigne. Will prend possession de son esprit et l'interrompt, lui disant qu'il n'effraie personne et le maîtrisant pour qu'11 puisse mettre fin à sa vie. Après avoir vaincu le flagelleur mental, Nancy entre dans la bête, serre 11 et se réjouit qu'elle aille bien. Elle voit Molly et court rapidement pour la libérer, parvient à la réveiller et elles s'enlacent toutes les deux. Le reste de l'équipe libère et réveille les autres enfants qui, heureux d'être en sécurité, étreignent chacun de leurs sauveurs. Cependant, à ce moment-là, le corps de Vecna commence à bouger petit à petit. Le groupe s'approche de lui. Will et Joyce arrivent sur les lieux en voyant les mouvements du corps. La mère, le regardant avec une haine totale, décide de prendre sa hache et de lui couper la tête, lui rappelant de ne pas s'en prendre à sa famille. Les souvenirs traumatisants de chacun apparaissent comme de petits éclairs fugaces, mais il remarque que le cauchemar est terminé. En sortant, Hopper parle à Dustin qui le rassure, puis Murray prépare l'explosion du site. Après cela, toute l'équipe part avec les enfants,
ressentant enfin une tranquillité qui est interrompue à leur arrivée chez eux. Puisque les soldats et l'armée avaient préparé des pièges et soumettent chacun des membres de l'équipe, Mike essaie de défendre les enfants en arrivant chez lui, puisque les soldats et l'armée avaient préparé des pièges et soumettent chacun des membres de l'équipe. Mike demande « Que fait-il » En lui disant de partir, 11 affirme que cela ne cessera jamais s'il reste. Mike tente de la convaincre qu'ils s'en sortiront et se battront comme toujours. 11 lui demande de remercier les autres membres de l'équipe pour leur gentillesse et lui avoir appris la valeur de l'amitié. Mike lui demande de ne pas le faire. Mais 11, déterminée et les larmes aux yeux, presque désespérée, lui dit qu'elle a besoin qu'il les aide à comprendre sa décision. La fille le serre dans ses bras et Mike lui dit « S'il te plaît, ne me quitte pas ». Tous les deux, en pleurs, se regardent intensément et 11 lui dit qu'elle l'aime. Ils s'embrassent et vivent leurs derniers moments ensemble. 11 ramène Mike à la réalité. Et il ne lui reste plus qu'à attendre que le dispositif explose, sous les yeux de tous. En le faisant, une grande sphère d'énergie se libère, accompagnée d'ondes de choc qui détruisent tout sur leur passage, atteignant même 11. L'équipe crie désespérément. Mais elle a déjà pris sa décision, et reste totalement immobile au milieu de la destruction causée par l'explosion. Mais en un instant, tout le monde remarque que le calme est revenu. La destruction s'est arrêtée en 1 seconde, et tout n'est plus que décombres. 18 mois plus tard, la ville de Hawkins est redevenue normale. Des centaines d'habitants sont heureux dans leur ville entièrement rénovée. Robin est retourné à son studio pour informer les auditeurs des dernières nouvelles. Elle annonce que Jimmy Main Rapide l'a invitée au studio, mais demande de la patience, car elle se sent un peu rouillée. Elle se demande quels sujets aborder, car les siens ne sont plus d'actualité. Et elle dit qu'il n'y a plus de soldats, grilles, ni caméras, et que les gens sont heureux, souriants, vont au cinéma. Steve est désormais entraîneur de l'équipe enfantine de Derek. Robin affirme aussi que la malédiction de Hawkins est finie. En même temps, elle dit que ce n'est plus la même ville dont elle se souvient, car elle se sent très différente. Mais peut-être que ce n'est pas la ville. Peut-être que celle qui a vraiment changé, c'est elle. Et peut-être que tout le monde a changé. Ou du moins, cela s'applique à ses amis qui seront diplômés aujourd'hui. La génération de 89 monte aujourd'hui sur le podium et espère votre soutien. Elle sera là. Et s'il y a bien des personnes méritant une ovation, c'est eux. Elle met un morceau sur le réseau et dit que ce n'est pas le peuple. Elle met un morceau à la radio pour célébrer. Max skiait, quand Lucas l'interrompit en disant que s'il lui arrivait de se casser un os, elle serait seule car il ne voulait plus aller à l'hôpital. Max lui dit qu'elle pense devoir être seule et lui demande ce qu'il porte. Lucas, surpris, rappelle que la remise des diplômes a lieu aujourd'hui. Max précise que c'est dans 2 heures et le trouve pressé. Ils se rapprochent et s'embrassent passionnément. Dustin retrouve sa mère, qui lui prend une photo, et ils s'enlacent. Dustin lui dit qu'il ne sera qu'à un trajet de distance. Sa mère, émue, lui dit qu'elle sait. Son fils ajoute que sur son temps libre, il sera chez eux. Will, Hopper et Joyce prennent des photos ensemble. Mais à ce moment, la mère de Mike appelle, disant qu'elle ne trouve pas son fils. Le jeune homme réfléchit assis sur une chaise, et Hopper lui dit que sa mère est inquiète. Mike lui dit qu'il ne comprend toujours pas pourquoi il a pris cette décision. Hopper essaie de l'encourager en lui disant que ce qui s'est passé n'était pas de sa faute, et que, de son point de vue, il a 2 options. La première est de s'accrocher à l'idée que c'était de sa faute, de disparaître et de faire souffrir tout le monde, et la seconde est de trouver un moyen d'accepter les choses telles qu'elles se sont passées. Après un moment, Mike apparaît à la fête de célébration de la remise des diplômes, retrouve sa mère et s'excuse, lui expliquant qu'il a paniqué. Lors de la remise des diplômes, Dustin prononce un discours sur ce qui s'est passé, disant qu'on lui a volé, à lui et à tous les autres, leur enfance, et que cette année lui a semblé très mauvaise. Il a compris qu'il y avait beaucoup de méchanceté, mais aussi de bonnes choses. Il explique qu'il aime jouer à un jeu appelé Donjons et Dragons, et que dans ce jeu, il existe 2 types de chaos. Le chaos bon et le chaos mauvais. Le chaos mauvais cause anarchie, destruction et guerre, tandis que le chaos bon peut amener innovation et changement. Il ajoute que l'école devait changer parce qu'elle était très divisée entre les sportifs, les intellos et les geeks. Et dans ce chaos, tous les murs sont tombés. Il s'est fait de nouveaux amis, avec des personnes qui n'auraient pas dû l'être. Il précise que cela est arrivé à beaucoup d'autres aussi. Rencontrer des personnes différentes lui a permis d'en apprendre plus sur lui-même. Il sent qu'il est une meilleure personne maintenant, une meilleure personne grâce à eux. Ce soir-là, une partie de l'équipe se réunit pour jouer à Donjons et Dragons. Après une partie intense où ils battent le mage maléfique, Mike révèle la vérité. Quand le rayon a été lancé, 11 a dit adieu à Mike. Il explique qu'elle a utilisé son énergie puis a disparu.
Mais il leur demande comment elle a lancé cet enchantement. Will répond qu'il ne pouvait pas utiliser sa magie. Dans les souvenirs, les zombies étaient équipés de haut-parleurs pour supprimer leur pouvoir. Mike leur dit que dans la confusion, personne ne l'a remarqué et explique qu'Ons était très intelligente, aussi rusée que sa sœur. Donc avant que Kay ne meure, les sœurs ont élaboré un plan pour protéger Ons. Ons avait la main noire qui était toujours déterminée à lui voler ses pouvoirs. Alors pour les tromper, elle a dû faire croire à tout le monde, même à ses amis, qu'elle était morte. Alors, la sœur a lancé un autre enchantement à distance, à l'abri du pouvoir des klaxons des voitures de l'armée. Le sort d'invisibilité Ons, avec les quelques forces qu'elle avait, s'est caché dans un trou à l'intérieur d'une maison. Mike révèle qu'en s'échappant, la sœur a jeté un dernier sort, précisant que la Ons morte était une illusion. Max demande où elle était partie. Mike répond que personne ne le sait ni ne le saura, mais il aime imaginer qu'elle est dans une belle contrée, loin d'ici. Ons s'en va, à l'abri du danger de la main noire, et c'est là, dans cet endroit, qu'elle trouve la paix, où enfin, elle trouve le bonheur. Max lui dit que si ce n'est qu'une théorie, et Will lui demande alors comment ils savent que c'est réel. Mike lui répond qu'il ne le sait pas, qu'il n'en est pas sûr, mais qu'il choisit de croire que ça l'est. Il l'imagine, laissant tout le groupe les larmes aux yeux, affirmant qu'eux aussi l'imaginent. À cet instant, la mère de Mike interrompt, en disant que le dîner est prêt. Alors chacun d'eux se lève et range les jeux, puis ils montent pour dîner. Avant que Mike ne monte, Holly et Derek s'assoient avec d'autres enfants et discutent de donjons et dragons. Holly annonce qu'elle consultera le manuel. Elle ne sait pas ce qu'il dit, mais c'est pour commencer une campagne, et elle leur demande s'ils veulent y participer. Derek sent une odeur étrange et demande si quelqu'un a lâché un pet. L'autre enfant lui dit que c'est de la vieille pizza, et Derek, excité, répond que la vieille pizza ne sent pas le gaz. Pendant qu'ils discutent et rient, Mike les observe avec un peu de nostalgie et un sourire, terminant de monter et fermant la porte.